Alors bonjour, merci d'être si nombreux et nombreuses ce matin pour cette table ronde qui s'appelle Cinéaste, producteur, productrice, quel élan, quel changement. Donc j'ai à mes côtés, j'en suis très fière, Rosine Bakam, cinéaste belgo-camerounaise qui a créé la société Tandor Film, Tandor Production et qui était avec nous hier pour l'avant-première de Mambar Pirette. Je vous conseille de revenir dans cette salle à 14h pour découvrir son documentaire magnifique chez Jolie Coiffure dans le cadre de la carte blanche à Black Archive. Ensuite, Johanna Maccabi, qu'on avait eu déjà le bonheur de recevoir l'année dernière pour son court-métrage Notre Mémoire sur Thérèse Missine Diop, et qui a créé la société de production Sirène Film. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Ne pleure pas Alima de Sarah Bouzy, que Johanna a produit et qui est en compétition court-métrage. On a aussi la joie d'avoir Devichou avec nous, Devichou sur qui on s'attarde à cette édition avec la section anti-archives où on se penche à la fois sur son travail de cinéaste et de producteur. Et enfin Anaïs Lebert qui nous fait aussi le plaisir d'être là, donc cinéaste et qui fait partie de la société de production SMAC Production. Voilà. Alors tout simplement, j'aimerais commencer par vous demander un peu de vous présenter en tant que cinéaste tout d'abord, avant de parler du côté de la production, parler peut-être un peu de votre parcours pour que chacune apprenne un peu à vous connaître aussi. Voilà, merci. Rosine, si tu veux commencer. Je suis Rosine Bakam, cinéaste. C'est comme ça que je peux me définir. Et voilà. Moi, c'est Johanna Maccabi, donc je vais essayer d'être aussi concise. Mais j'ai l'impression d'être à la fois cinéaste et productrice parce que j'ai commencé en autoproduisant mes projets, en fait. Et donc, la question de produire a toujours été aussi au cœur de mes films. Et du coup, mon parcours, c'est que j'ai fait d'abord du documentaire, puis ensuite j'ai étudié la production. Et maintenant, je produis de la fiction, série, court-métrage et long. Micro, merci. Bonjour tout le monde, ravi en tout cas de faire partie de la discussion. Donc je suis Devichou, je suis né en France, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma en tout cas d'en faire de façon amateur à 17 ans au lycée, puis je me suis dit tiens c'est ce que je veux faire. Et avec le rêve d'être cinéaste, mais sans vraiment savoir si ça pourrait arriver un jour, sans être complètement sûr que j'avais du talent. Et c'est à 25 ans que les choses se sont précipitées quand j'ai décidé de partir au Cambodge, sur la base d'une obligation dans mon école d'aller à l'étranger, et c'était le pays de mes parents où sont nés mes parents et j'y étais jamais allé, donc je m'étais dit tiens si j'ai la chance d'aller à l'étranger un jour, ce serait normal que j'y aille même si je connaissais rien du pays, et je voulais faire là-bas un atelier vidéo, chose que je faisais déjà à Lyon là où j'ai grandi, et en même temps j'avais dans un coin de la tête un sujet de film et je voulais faire des recherches même si je connaissais rien sur qu'est-ce que j'allais trouver, et ce sujet de film c'était le cinéma cambodgien disparu des années 60 à 75, et en faisant ces recherches j'ai finalement réussi à le réalisé avec une boîte de prod qu'on avait créée en France avec des amis, et c'est le Sommet d'Or que j'ai montré hier. Et à partir de là, alors que je pensais que mon histoire avec le Cambodge serait sans doute juste épisodique et éphémère et j'allais reprendre en France ma vie d'aspirant cinéaste producteur, finalement j'y suis retourné régulièrement et j'y ai fait plusieurs films jusqu'à y faire un premier long métrage de fiction, une boîte de production avec laquelle, c'est un peu l'objet ici et de la carte blanche et de la discussion avec laquelle j'ai produit pas mal de cinéastes cambodgiens. Et donc aujourd'hui je partage ma vie entre ces deux casquettes, réalisateur et producteur, mais principalement basé au Cambodge, même si mes films en tant que cinéaste ne sont pas que au Cambodge, dont le dernier Retour à Séoul que j'ai tourné entièrement en Corée du Sud. Voilà. Et donc, moi, c'est Anaïs Lebert. Alors, moi, j'ai commencé par avoir une appétence surtout pour les arts visuels, la peinture en particulier. Et puis, en fait, c'était inenvisageable d'être peintre. Donc, petit à petit, ça a été la photo. Le cinéma, c'est venu très, très jeune. Et au lycée, en fait, je me suis dit, OK, puisque c'est l'image, ce sera peut-être la direction de la photographie. J'ai fait un BTS audiovisuel en images où j'ai rencontré
tout un tas de copains qui sont devenus mes associés plus tard, avec qui on a monté un collectif. Et ça a été 2 ans où justement, ça a été l'occasion de voir que, en fait, dans le cinéma, c'était pas l'image, mais c'était plutôt l'écriture et la réalisation d'abord. C'est tout de suite venu de pair avec la production, parce que quand on réalise ses premiers films, on est tout de suite en train de penser à des rapports de production. Mais au début du collectif, j'étais plutôt réalisatrice et on va dire que la casquette un peu plus officielle de productrice est venue plus tard. Peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails, mais voilà, on va dire ça comme ça pour l'instant. Merci beaucoup. Bon, j'aimerais bien aussi que du coup, vous l'avez déjà un peu amorcé, mais quand il y a eu ce basculement-là vers la production, donc toi, Johanna, tu disais que c'était dès le départ aussi, et en fait, qu'est-ce qui vous a poussé à créer une société de production? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous autoproduire aussi, parce que souvent, ça commence aussi comme ça, et surtout, qu'est-ce que ça implique comme changement? Parce que je trouve que dans tout ce qui traverse vos films et vos démarches, il y a quelque chose de très politique, à la fois dans les sujets, mais aussi dans la manière de faire les films. Et il y a aussi une économie particulière aussi. Par exemple, Johanna, pour Ne pleure pas Alima, vous avez commencé par un crowdfunding. Rosine, hier, tu parlais pour Mambar Pierret d'une économie, d'un budget de court-métrage, mais que c'était aussi pas forcément une contrainte, mais un geste politique aussi de ta part. Et voilà, il y a aussi la question du collectif. Je lance plein de pistes, mais vous pouvez après vous en emparer et prendre le temps de déployer, d'échanger entre vous. Et moi, je rebondirai aussi sans doute, mais la question du collectif qui est aussi très importante. Par exemple, le SMAC Production, donc au départ, était un collectif. Il y a cette idée aussi d'un nouveau geste en ce moment de faire des films en collectif, dont tu parleras sans doute, d'avoir aussi un lieu à vous. Et dans vos films, on sent ça aussi. Davy aussi, la société de production, c'est une société où c'est pas toi le producteur dans un rapport hiérarchique, mais une circulation comme ça entre réalisateur et producteur. Si je vous laisse un peu toutes ces pistes, je vous laisse bosser maintenant et répondre un peu à tout ça. N'hésitez pas à prendre le temps de déployer et rebondir et voilà. Quelqu'un d'autre va commencer? Moi, c'est bien. Du coup, alors, tu as posé pas mal de questions. Comment ça s'est déclenché? Pourquoi autoproduire tes films pour moi, c'est venu assez naturellement parce qu'au moment où j'ai commencé à faire des films, pareil, j'ai commencé assez tôt au lycée. Je faisais une option cinéma et assez tôt, j'ai cherché quel métier j'allais faire, où est-ce que j'allais me placer dans cette industrie. Et en fait, j'ai commencé par la programmation, finalement, en cherchant justement des films et des cinéastes qui me ressemblaient, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, notamment à travers le cinéma africain des années d'après les indépendances, qui correspondait à la génération de mes grands-parents. Et ensuite, très vite, je me suis rendu compte que ce manque que je ressentais de représentation dans les cinémas que j'avais appris à l'école, que j'apprenais à la fac, c'était un manque qui était encore présent dans les cinéastes contemporains. Et donc j'ai eu envie de voir, j'ai eu envie de faire les films que je voulais voir. Donc je pense que le premier geste, c'était un geste d'urgence. Comment faire pour rapidement voir ce que j'ai envie ce qui me manque. Et donc du coup, très vite, j'ai cherché à contacter des boîtes de prod. Je pense que tout le monde l'a un peu fait. Et on se rend compte que le cinéma, en tout cas en France, c'est une industrie qui demande beaucoup de garanties en fait. Donc les producteurs assez établis travaillent rarement sur des talents hyper bruts. Donc il faut passer par des écoles, il faut passer par des sortes d'incubateurs, je pense à talent court, à plein de trucs comme ça. Et il y a des catégories, il y a des cases. Et moi, en fait, bizarrement, je rentrais dans aucune case parce que j'ai grandi dans Paris, dans une cité, mais dans Paris, donc pas en banlieue. Donc je ne correspondais pas à l'époque à ce qui faisait la diversité. Donc à l'époque, c'est 2015 pour moi, à peu près. Je ne correspondais pas à ce qui faisait la diversité parce que la diversité, c'était les films de banlieue. Moi, j'ai grandi dans Paris, j'avais fait des études de cinéma, il y a beaucoup de choses qui s'adressaient pour les gens comme moi, aux gens qui n'avaient pas pu faire d'études. Et donc, du coup, je me retrouvais un peu dans
un angle mort en fait. Donc il a fallu que je crée des opportunités pour moi, et donc ça a commencé par des courts-métrages coproduits et co-réalisés avec des amis. Donc Méduse, cheveux afro et mythe sur la perception des cheveux crépus en France. Puis après, un film collectif expérimental. Enfin, c'est l'idée aussi, c'était d'avoir le droit de tester des choses. Parce qu'on ne nous laisse pas beaucoup tester quand on est justement dans une économie où on ne prend pas de risques. On n'a pas forcément le temps de tester. Donc l'idée, c'était de tester. Et puis après, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de talents autour de moi. Et que eux aussi avaient des histoires que j'avais envie de voir. Et donc... en fait, ça s'est fait un peu parallèlement. J'avais fait des films, donc on a commencé, il y a des producteurs ou à travers des écoles, j'ai pu avoir plus de budget pour faire mes projets. Et en même temps, j'ai eu envie de partager le savoir que j'avais acquis avec des gens qui avaient envie de démarrer. Donc, par exemple, avec Ne pleure pas Alima, c'est le tout premier film de Sarah. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des risques, je trouve, dans les sociétés de production en France, ça fait que très vite, quand on fait des choses même autoproduites, ça peut très vite résonner auprès de grands noms, de grosses institutions. Et le film de Sarah, qui est complètement autoproduit, sans financement public, il est quand même allé sur Arte, ce qui est assez rare pour ce type de film. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi le rôle de jeunes cinéastes ou de jeunes producteurs, c'est d'insuffler un peu un élan pour permettre aux producteurs plus établis d'avoir finalement des nouveaux talents, des nouveaux talents à financer, parce qu'il y a besoin de garanties. Pour te produire toi-même. Et dans un écho aussi avec ce que disait Johanna, pour des nouvelles représentations aussi. Et voilà, comment ça s'est fait cet élan-là, et finalement, aujourd'hui, tu nous as produire d'autres personnes. Moi, j'étais assez naïve et assez colonisée quand je venais du Cameroun. Je me disais... Je me disais, voilà, je venais en Belgique apprendre le cinéma, raconter des histoires, et je me disais, voilà, que j'avais accès à tout ça. Et déjà, à l'école, je sentais que le cinéma que j'apprenais n'était pas celui que j'avais envie de faire, et n'était pas également la manière avec laquelle j'avais envie de m'exprimer. Mais j'avais besoin de rentrer dans cette structure de l'école pour apprendre comment penser finalement ce cinéma-là. Et j'ai commencé à penser à mon cinéma en me confrontant à ce que je ne voulais pas faire. Et très très vite après l'école, j'étais également dans cette urgence que Johanna a dit, cette urgence de me raconter, parce que ce que je voyais, en tout cas, ne correspondait pas à ce que je voyais de l'Afrique ou du Cameroun. J'avais envie de montrer, moi, ce que je voyais et de parler comme je souhaitais parler. Et du coup, je me rappelle, j'avais écrit le film sur ma mère, Les deux visages, le premier producteur que je suis allée voir, à regarder les quelques images que j'avais eu à faire, et m'a dit, mais c'est pas un personnage de film, ta mère, elle n'est pas très drôle. Et je me disais, mais pourquoi elle doit être drôle, ma mère? Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais ça va être compliqué de me faire comprendre, parce que j'avais l'impression que les gens que j'avais rencontrés savaient exactement ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient que je raconte mon histoire mieux que moi. Et je me suis dit, mais comment une personne qui n'est jamais allée au Cameroun pouvait savoir précisément comment j'allais raconter mon histoire. Et je me suis... ça, c'était une des batailles que je ne voulais pas... non, je ne voulais pas m'engager dans cette bataille-là, parce que j'étais livrée en tant que noire, africaine et femme.
à plusieurs batailles, c'est-à-dire mes histoires, c'était pas des histoires que les gens, en tout cas dans les commissions, les gens avaient envie de financer. Les producteurs savaient exactement quel film il fallait faire au Cameroun et comment je devais le faire. Donc du coup, il fallait que je choisisse mes batailles, en fait, et la production, c'était l'une des batailles que je ne voulais pas livrer avec quelqu'un parce que avec un producteur, c'est une relation vraiment intime. Quand on tisse, c'est une relation de confiance. Si à chaque fois que je dois faire un film, je dois devoir convaincre mon réalisateur de mes intentions, de ma vision, de mon regard, il faut que je dois convaincre les commissions, convaincre les distributeurs. Je me suis dit, ça, je préfère avoir cette liberté-là au départ de penser comme je veux. C'est comme ça que la production, je me suis dit, OK, je vais produire. Je vais produire, pas parce que je pensais un jour produire, mais parce que c'est une nécessité pour moi d'exister. La production, pour moi, c'était si je veux préserver mon regard, préserver ma singularité et préserver ma parole, je dois... du moment où je sens une envie, je ne dois pas me dire est-ce que ça va plaire parce que c'est souvent ça. C'est souvent ça quand on est confronté à la création, à l'émergence d'une idée, d'une intention en nous. On l'exprime et tout de suite, cette idée est formatée parce qu'il faut qu'elle cadre avec le marché, il faut qu'elle cadre avec une industrie et c'est souvent ça. Et je me suis dit, au moins en produisant, je me préserve de ça. Je peux aller au bout de mon idée et au moins je me confronterai quand cette idée sera fixe dans ma tête et je pourrai l'affirmer avec force et sans être déstabilisée. C'est comme ça que j'ai commencé à produire et ça m'a sauvée, je pense. Ça m'a sauvée parce que j'étais à un moment où je ne savais même pas exactement quel type de cinéma je voulais faire. Donc j'ai dû forger mon regard, forger ma manière de regarder le monde et de regarder le Cameroun, de regarder, de questionner mon histoire. Donc ça m'a vraiment préservée et m'a permis de me dire « Ah, ça c'est ce que j'ai envie de faire et voilà comment j'ai envie de le faire. » Ouais. Et tu peux revenir un peu sur, tu sais, on avait par rapport au côté aussi économique, à ton budget pour produire ces films-là et en quoi finalement c'est pas forcément une contrainte en fait. J'écoute beaucoup les aînés, pas les aînés en France parce qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Moi, j'ai écouté Alguerima, je l'écoute beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment battu aux États-Unis dans une industrie vraiment très, très, très fermée. J'écoute Tyler Perry beaucoup parce que ce sont des gens qui ont développé d'autres moyens d'exister dans une industrie qui était très, très fermée. Et je m'y reconnais un peu à une très, très petite échelle en Belgique. Et Alguerima a dit, si j'existe aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû créer mon arbre de liberté. Pour lui, créer son arbre de liberté, c'était créer sa structure de production. Et à chaque fois qu'il avait $1, c'était de se dire comment ce $1 va me permettre de faire un pas de suite dans mes projets à venir. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, à chaque fois que j'aurai l'argent, je m'achète un matériel, je m'achète une caméra qui va me permettre de gagner en autonomie, en indépendance. Moi, je me rappelle, j'ai eu ma première bourse de la SCAM, c'était ma première caméra. Je n'avais plus besoin d'attendre d'avoir de l'argent pour aller initier une idée. C'est tellement frustrant pour un réalisateur de se dire, on a une idée qui émerge en nous et on attend 4 ans pour pouvoir avoir de l'argent et de l'exprimer. Mais cette idée, elle meurt. Elle meurt au bout des confrontations, au bout des résistances, au bout des obstacles. Elle meurt parce qu'au final, on perd l'envie, le feu qu'on a de réaliser. Et moi, pour moi, quand j'ai une idée en moi, j'ai envie de l'exprimer. C'est comme si j'étouffe. Et avoir une caméra me permettait juste de commencer, même chez moi, à initier des choses et à sortir ça de moi. C'était vraiment
libérateur et ainsi de suite. C'est comme ça, même cette fiction que j'ai eu à faire, c'est une caméra que j'ai eu à acheter parce que je me dis, quand je fais le point entre le budget que j'ai et je me dis, si je loue ma caméra, ça me revient à temps, et si j'ajoute ça, j'ai une caméra et je fais mon film. Pour moi, on a la technologie aujourd'hui qui nous permet d'aller au bout d'une expression, et ce qu'on n'avait pas il y a 15-20 ans. Et je saisis ça aussi. Et voilà, je m'inspire de tous ces aînés qui ont essayé de faire autrement dans une industrie qui ne leur laissait pas assez de place. Et quand moi j'ai un budget, je sais que mes films ne seront jamais financés comme en belge ou comme en français qui a des budgets énormes. Alors je me dis, si j'ai ça, je ferai avec. Je essaye de me dire comment je fais avec ce que j'ai, en gardant, en préservant, en ne faisant pas de compromis sur l'histoire que je raconte, et en essayant de trouver les moyens technologiques qui me permettent d'avoir une qualité respectable et de raconter mon histoire. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me parle complètement, cette liberté dont tu parles de Elijah Mima ou Tyler Perry, et je pense que peut-être ça fera le pont avec vous, mais faut se dire que quand on fait un film, c'est une micro-entreprise, c'est un petit système concret, et nous, avec Sirens par exemple, on a décidé de créer notre entreprise parce qu'on voulait faire une société de production à impact social et écologique. Donc sur le papier, voilà, en fait, on voulait produire d'une certaine manière, à petite échelle, parce qu'en plus on a des projets entre le Sénégal, la France, les États-Unis, la Martinique, et en fait, la question écologique pour nous était au centre. Et par exemple, si on travaille avec un producteur qui ne partage pas ces idées-là, la manière dont l'argent va être dépensé, la manière dont tout ça, c'est des choix. Et donc c'est aussi cette liberté-là dont tu parles. C'est comment on dépense son argent, comment on organise son temps sur le film, qu'est-ce qu'on met au centre. Et donc c'est d'où la nécessité parfois d'avoir cette liberté quand on est créatif, réalisateur. Oui, non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui résonnent d'une manière ou d'une autre. Mais pour reprendre sur la confrontation à l'institution, au producteur au début, quand on commence, pour nous, dans le collectif, j'ai l'impression que ça ne s'est pas passé exactement de la même manière, dans le sens où au BTS, on était tous formés à être des techniciens, et notamment pour la télé, parce que c'est le premier endroit où on va être embauché à la sortie de l'école, et on avait la chance d'avoir d'avoir une classe où on voulait tous faire du cinéma. On avait tous un peu plus, on va dire, la vision de faire nos propres films. Et durant ces 2 années de BTS, on a tous été confrontés au tournage classique tel qu'il se pratique en série, en fiction. Et en fait, ces modèles-là ne nous allaient pas. Je crois qu'on s'est tous dit « Ah, c'est pas possible, on va pas chacun se lancer dans notre coin à devoir gagner sa vie de cette façon-là, et en espérant un jour convaincre un producteur. » Donc on s'est très très vite alliés, on a très très vite formé le collectif pour pouvoir entretenir justement cette idée d'assembler les forces pour pouvoir faire sans avoir à convaincre une instance supérieure. C'était aussi un peu naïf parce qu'en fait très très vite il faut trouver de l'argent et on doit convaincre des instances supérieures, mais ça permet déjà quelques biais un peu transversaux pour faire et notamment du coup en pensant à faire des projets qui, comme tu disais, qui se prêtent à ce système-là, et donc du coup c'est très imbriqué, réalisation et production. Mais voilà, je reprenais là-dessus, mais je sais pas si David, non, je peux partager un peu dans mon histoire à moi. J'ai l'impression que mon rapport à la production est un peu différent, au sens où je m'étais posé la question avant
J'hésitais même, où j'essayais de voir le futur, et mais c'était quand même assez prosaïque, c'est-à-dire si jamais finalement j'arrive pas à faire des films, ou que personne a confiance en moi pour me donner de l'argent pour faire des films, je voyais que l'autre métier qui m'intéressait, c'était producteur. J'ai pas fait d'école de cinéma en fait, et quand j'étais en école, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages en production, donc il y avait clairement quand même ce chemin qui était là. Et en fait, mais malgré ça, donc le fait que j'avais fait quelques stages, je me sentais vraiment pas appartenir au milieu du cinéma, n'ayant pas fait d'école de cinéma notamment. Et donc du coup, j'avais pas de contact vraiment de producteurs, ou alors pas des producteurs qui se diraient que que j'allais pouvoir faire un film, j'avais rien montré. Et donc du coup, juste avant de partir au Cambodge, je m'étais mis en tête, donc de façon un peu pragmatique, il y a un sujet de film, je vais faire une recherche, et si jamais j'arrive à vraiment emmagasiner du matériel sur le film que je veux faire, il faudrait que je puisse trouver de l'argent, et pour ça il faut une structure de production. Et donc du coup, naturellement, je m'étais dit, je vais créer une structure de production. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai rarement eu en fait des visions au long terme en me disant tiens, c'est ça que je veux faire. Souvent, c'est arrivé par opportunité, et petit à petit d'avoir, notamment une structure de production, ça m'est arrivé 2 fois en France et au Cambodge, tout d'un coup de l'avoir à déclencher les choses, mais c'était pas du tout prémédité, je pourrais dire. Donc je voulais créer une boîte de production seule, et puis mon meilleur ami, Jackie Goldberg, qui aspirait à l'époque à être critique de cinéma, il est devenu aux Inrecuptibles, mais aussi cinéaste, m'avait dit, mais tu vas pas créer ta boîte de production tout seul, créons-la ensemble. Je dis ok. Donc on a créé cette société qui s'appelle Wikifilm, mais dans ma tête c'était uniquement pour voir si je pouvais faire ce film qui est devenu Le Sommeil d'Or. Et quelques mois après, j'ai fait mes recherches, 8 mois après, j'ai écrit, et en fait on a eu des réponses positives, alors que personne ne nous connaissait, et on n'était pas du sérail, disons. Et du coup c'est vrai que cette réponse positive a déclenché quelque chose où on s'est dit on peut le faire. Et à l'époque vraiment je crois que c'était en décembre 2009, et j'étais parti au Cambodge en janvier 2009, donc c'était 1 an qui s'était passé, et on avait trouvé des réponses positives de à peu près 20 000 euros. Et à notre échelle, 20 000 euros, c'était énorme. Je me dis, mais maître du monde, quoi. Et donc on s'est lancé, on a réalisé le film, j'ai réalisé le film en mars 2010. Il a coûté beaucoup plus que 20 000 euros, mais du haut de notre naïveté de l'époque, on pensait que c'était suffisant. Donc on s'est confronté à ça, mais du coup, de fait, à l'issue de ça, Jackie était devenu producteur, et j'étais devenu réalisateur quelque part parce qu'on avait fait nos preuves. Et puis ensuite, au retour en France, Wikifilm, l'aventure Wikifilm, on a essayé de la persévérer pendant 2 ans. On a produit plusieurs documentaires, souvent à l'étranger, pas forcément au Cambodge, mais dans d'autres pays, en Italie, aux États-Unis, en Thaïlande. Et puis c'est au moment où j'ai senti que j'y arrivais plus à avoir 2 casquettes en même temps. C'était vraiment la précarité aussi financière pour moi. Et je sentais que je rêvais d'une seule chose, c'est d'avoir l'esprit libre pour me concentrer à essayer d'écrire un long métrage au Cambodge. Et donc j'ai dit à mes associés à Wikifilm, on était 3 en fait, j'arrête la production pour l'instant et on verra. Et je me suis remis sur l'écriture de ce film au Cambodge qui est devenu Diamond Island. Et en fait, rebelote, pour Diamond Island, j'avais trouvé à ce moment-là une productrice en France, qui est toujours ma productrice, Charlotte Vincent, qui est une productrice indépendante qui a une longue carrière de 20 années de production avec sa société Aurora Film. Mais en fait, elle me dit, oui, en fait, pour ton long métrage de fiction, il faudrait qu'on demande le CNC Aide au cinéma du monde, qui est une subvention un peu incontournable pour les longs métrages de fiction et documentaires qui se passent en dehors de la France. Mais la condition, c'est qu'il faut avoir une structure de production dans le pays où on tourne, donc au Cambodge. Et donc je dis, je veux bien créer une société de production au Cambodge, mais je ne pensais pas du tout l'utiliser au-delà de ça, forcément. Et donc j'ai créé cette société, et en fait, c'est exactement la même chose, c'est au moment de la créer. D'autres amis, un jeune cinéaste cambodgien qui avait fait des documentaires produits par Itipan, un cinéaste taïwanais-américain que j'avais rencontré au Cambodge au moment du Sommeil d'Or, me disent mais nous en fait on aimerait bien faire ça avec toi, et donc on a créé cette société qu'on a appelée Anti-Archive, avec un peu de provoque dans le nom, mais dans l'idée de dire on verra, on crée cette structure pour trouver de l'argent pour Diamond Island, et puis on verra si ça peut faire autre chose. J'ai fait Diamond Island fin 2015, mais en fait même avant de le réaliser, Kavitch me parlait de ses... Donc il avait effectivement fait déjà 2-3 documentaires produits par Iti, et il me disait, moi j'aimerais bien faire de la fiction. Et il me commence à me parler de ses rêves de fiction, et je lui dis, écoute, je pense que on a une structure maintenant, si on fait un crowdfunding, on pourrait trouver 4 000, 5 000 $, et je pense qu'au Cambodge on peut le faire. Donc on a fait ça, et ça a donné effectivement lieu à la première production finalement d'Anti-Archive avant même Diamond Island, qui était le premier court-métrage de fiction de Kavitch, qu'on montre je pense aujourd'hui à 16h, et c'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, au
au départ, je m'étais dit, on produit surtout les films des associés. Et je pense que le déclic pour nous de devenir vraiment une société de production qui était au-delà de ça, je pourrais dire une vraie société de production, mais aussi avec le vrai esprit de collectif dont tu parlais et qui vraiment maintenant nous définit, ça s'est passé fin 2017, où en fait, donc je fais un saut dans le temps, où Diamond était sorti. On m'avait contacté, on venait de me contacter pour que je fasse la production exécutive du film Onoda d'Arthur Harari, qui est donc un film qu'on montre vendredi matin, qui est un film de 2h45, qui est un film de guerre historique avec des soldats japonais qui voulaient tourner au Cambodge parce que ça coûte pas cher, et que ça pouvait ressembler aux Philippines, qui est censé être le lieu où ça se tourne. C'est pas du tout quelque chose que j'avais pensé faire de la production exécutive. Déjà que j'avais 2 casquettes de réalisateur et producteur à l'époque, mais je dis oui. Et donc on est en milieu de tout ça, au milieu aussi de la frustration à ce moment-là de ne pas complètement avoir trouvé quel autre film je veux faire après Diamond Island, ça m'a pris vachement de temps. Et en fait, parfois il y a des voyages, je trouve, il y a des expériences, des voyages, des moments où on se déplace de soi-même qui peuvent vraiment nous apporter énormément, de se déplacer son regard si on est assez attentif. Et j'avais fait un voyage en Malaisie, on m'avait demandé de faire un workshop en tant que réalisateur avec des jeunes Malaisiens, et je voyais dans l'esprit collectif comment ils travaillaient là-bas à Kuala Lumpur, et ça m'avait complètement inspiré. J'étais revenu avec plein d'énergie au Cambodge avec donc la bande d'amis avec qui je travaille. Et je m'étais rendu compte d'un truc très simple qui était qu'en fait on était vraiment une bande qui travaillait ensemble, mais il y avait un peu les réalisateurs qui étaient, disons, Kavich, le réalisateur cambodgien, Steve, le Taïwanais américain et moi, et puis il y avait d'autres gens autour, et ces autres gens autour souvent passaient à toutes les positions différentes, étaient assistants réalisateurs, en fait c'était souvent des femmes, étaient assistantes réalisateurs, assistantes de production, directrices de production, chefs d'éco, mais jamais réalisatrices, et jamais non plus avaient exprimé un désir d'être réalisatrice. Et donc je reviens en me disant, hey, je pense qu'en fait on peut faire les films pour pas si cher que ça, je pense qu'avec tout ce qu'on a fait, on pourrait peut-être relancer un crowdfunding qu'on n'avait pas fait depuis 2015, et à mon avis, sur la base de cette combinaison de personnes qui ont chacun leur cercle différent, à mon avis on pourrait lever un peu d'argent, et si vous le voulez, on pourrait produire un projet, enfin faire un projet où on produirait vos premiers courts-métrages. Donc c'était 3 femmes. Et elles ont sauté sur l'occasion en disant oui, il y en a même une qui m'a dit mais en fait ça fait 3 mois je te l'ai pas dit que j'écris un film et que j'aimerais bien faire un court-métrage. Donc on a lancé ça, mais vraiment très rapidement comme ça s'est passé en 1 mois, décembre 2017 à mon avis, on a fait une vidéo, on a fait un crowdfunding et en 5 jours on a reçu $25 000 du monde entier, de gens partout qui suivaient un peu ce qu'on se faisait, pas beaucoup au Cambodge parce que c'est un pays où les gens n'ont pas l'habitude vraiment de faire ça, mais autour, et pas que la France, c'était aussi aux États-Unis, en Asie, en Corée, etc. Des gens qui nous suivaient ont mis de l'argent, et avec ça, on a du coup produit 3 courts-métrages, 3 premiers films de jeunes réalisatrices qui continuent aujourd'hui à faire des films, et on en montre 2, je pense, ou 3 aujourd'hui aussi à 16h, et notamment 2 des 3 films, le 3e il est toujours pas fini depuis, mais on a lancé ça en 2018, ça s'appelait le projet Echoes from Tomorrow. Et ça, pour moi, ça a été un déclic aussi, de comprendre qu'est-ce que pouvait devenir Anti-Archives, pas juste cette structure construite un peu pragmatiquement pour lever des fonds, mais peut-être insuffler quelque chose où finalement on a de la liberté, vraiment c'est le truc qui revient vachement, et pour moi je l'ai vachement senti, et utiliser peut-être le collectif, ça veut dire la multiplication de plein de forces, de plein de profils différents, de plein d'expériences différentes, pour voir comment on pouvait s'entraider les uns les autres. Et à partir de là, on a commencé à produire des films un peu différemment. Ouais. C'est trop inspirant. Ouais, c'est super. C'est vraiment super. Je voulais réagir aussi. Ouais, c'est hyper inspirant, et il y a 2 choses moi que je retiens dans ce que tu as dit, qui me marquent, qui me donnent envie de réagir. La première, c'est que c'est vrai que tu connaissais personne dans le cinéma, mais il y a un truc qu'on ne dit pas beaucoup aux aspirants cinéastes, c'est que tu avais la capacité de trouver de l'argent. Tu savais chercher de l'argent. Ouais. Et ça c'est la clé. Tu avais fait une école de commerce, et ça, c'est la clé. Oui, c'est la différence avec nous, en tout cas avec moi, qui n'avait pas cette corde-là. Cette notion. Parce que je détestais chercher l'argent. J'ai toujours détesté ça parce que j'ai passé toute ma vie, et mes parents ont passé toute leur vie à chercher de l'argent pour nous faire vivre. Et c'est quelque chose que je disais à ma mère, j'espère que je ne vais jamais chercher de l'argent. Ça, même, est-ce que tu as besoin de te chercher, je ne savais même pas qu'il fallait chercher de l'argent pour faire des films. Et du coup, c'est quelque chose que je ne sais pas, j'essaye, mais
j'ai pas ça. Et heureusement que j'ai mon frère qui est là, qui a pris la structure du Cameroun en main, qui fait de très très belles choses. Et c'est où cette idée de faire collectivement les choses, parce que où je ne peux pas faire, où je suis incapable d'agir, de faire, il y a d'autres personnes autour de nous qui sont compétentes et qui... moi, je le fais dans vous, c'est un collectif. Moi, je le fais dans ma famille. Et j'ai une chance d'avoir une famille qui a envie de découvrir le cinéma et de s'exprimer au travers du cinéma. Et c'est vraiment trop inspirant ce que tu viens de partager comme expérience. Vraiment, Et juste pour rebondir, moi aussi je travaille avec ma sœur, donc c'est drôle, qui est mon associée. Et la deuxième chose, c'est ma casquette 50-50, parce que je suis au collectif 50-50 au conseil d'administration. C'est que tu parlais des jeunes filles qui ont eu du mal à réaliser leurs films. Et justement, moi c'est pareil, en tant que jeune femme noire, je pense que l'expérience aussi est différente. Parce que tu as l'impression d'avoir beaucoup besoin de garanties et de te prouver. Et je sais que moi, j'avais déjà fait un master en documentaire, j'avais déjà autoproduit des projets, j'avais produit d'autres réals, et j'ai repris des études en production pour aller en école de cinéma, pour avoir des contacts qui m'a servi à rien, puisque finalement, je suis associée avec ma sœur et pas avec quelqu'un de l'école. Mais pour dire qu'il y a aussi ce truc de besoin de garantie, de se prouver quand on est jeune, quand on est une femme. Et je sais pas si... de ton expérience avec ces réalisatrices, j'ai l'impression que si tu l'as ressenti. Si, complètement. Mais sur le truc de la question de chercher l'argent, c'est clair, quand je vous écoutais, je pensais la même chose effectivement que ce que dit Rosine. Ça veut dire, effectivement, de par mon parcours, il y avait ce truc où ça paraissait pas naturel, mais en tout cas pas complètement étranger de rentrer dans ce truc-là de comment chercher de l'argent pour faire les films. Après, je pense pas que c'était, je dirais... ma personnalité naturelle d'être bon pour ça, c'est-à-dire là précisément chercher l'argent, mais que effectivement le parcours que j'ai eu, et notamment scolaire, m'a fait comprendre peut-être les codes de comment parler. Et je pense que le Sommeil d'Or, par exemple, quand on a commencé à écrire et qu'on connaissait personne, et qu'on disait, et vraiment on avait la hantise, j'avais la hantise perso de me dire, mais en fait ça se trouve, on va se ramasser des murs partout, ça marchera jamais. Et finalement, ça a marché. Et c'est pas, et souvent, ça ne marche pas. Donc, j'étais le premier étonné avec Jackie. Mais je pense qu'effectivement, ce parcours qui m'a précédé, et peut-être de ne pas faire d'école de cinéma, ce qui était une grande frustration pour moi, parce que j'avais envie, mais que ça ne s'est pas fait. Et finalement, m'a apporté autre chose, qui était de saisir ce code-là. Et aujourd'hui, je le vois bien. J'ai produit maintenant des films en solo en tant que producteur principal, des courts-métrages, mais aussi un long-métrage qui s'appelle White Building, que j'ai coproduit avec une productrice française et qu'on montre ce soir à 18h30, de Kavit Chinin, donc le réalisateur dont je parlais, dont j'ai produit le premier court de fiction en 2015. Et là, pour le coup, il fallait lever beaucoup plus d'argent. Alors, ça reste des petits budgets à l'échelle de la moyenne des productions françaises, mais c'était un demi-million, $500,000, donc énormément d'argent, mine de rien. Et beaucoup d'argent pour faire un film au Cambodge. Et je vois bien que, oui, quand je fais ça et que je me bats et que c'est mon rêve de réussir à lui donner la possibilité de s'exprimer, de faire un long métrage dans des bonnes conditions, cette espèce de code dont je parle, de comprendre le langage de ces milieux-là, de pouvoir s'adapter et de comprendre sans faire de compromis, c'est toute la grande difficulté, ça veut dire, mais parce que je parle de ce que tu disais dans tes premières rencontres avec des producteurs, j'imagine belges, blancs, et qui comprenaient pas ce que tu voulais faire, et tu sentais une sorte de résistance, et tu disais, bah non, en fait, je veux pas aller là, et je comprenais complètement pourquoi tu n'avais pas envie de le faire. Et du coup, la façon dont on travaille, où je travaille avec les cinéastes, c'est qu'il y a tellement de toute façon aucun argent au Cambodge à trouver pour le cinéma d'auteur, et c'est peut-être un peu similaire aussi au Cameroun, je sais pas. Du coup, je me dis, en fait, j'ai besoin de ça, et comment je peux protéger mes auteurs à être le pare-feu, le bouclier qui va adapter le langage et trouver la façon de convaincre les gens, mais par contre, une fois qu'on revient à la fabrication du film, leur donner une totale liberté. Et je dis ça, c'est théorique, ça se trouve, ce que je veux dire, j'ai toujours la question de me dire, est-ce que là on n'a pas fait un compromis, quand est-ce qu'à un moment c'est rentré dans l'artistique, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vachement en tête, mais qui est une bataille à mener, dont on a besoin, à propos de laquelle on a besoin d'être conscient tout le temps en fait. Ouais. En tout cas, je me dis que j'ai vraiment de la chance d'être ici avec vous, c'est tellement passionnant, merci. Je voulais aussi, Anaïs, que tu parles de ton expérience, de votre expérience au SMAC, parce qu'il fait un peu écho aussi à ce que dit Davy sur la circulation entre les
les postes, on va dire, de tournage. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui s'est déclenché il n'y a pas si longtemps, avec aussi les cours chauds, et comment d'un lieu et d'un collectif, vous faites plusieurs films différents. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là, mais aussi de comment vous en êtes arrivé là aussi Oui. Du coup, si je reprends sur ce que... parce que c'est assez lié à ce que je disais tout à l'heure, en sortant de ces expériences de tournage, il y avait justement cette envie, dans le fait de pas se faire, de pas être enfermé dans comment ça se fait, dans ce qu'on avait vu avec ce côté justement très très cloisonné des postes et très hiérarchisé. Il y avait cette idée de justement d'échanger un petit peu les casquettes pour permettre à chacun de passer en réalisation et de tenir aussi les outils de la réalisation à d'autres postes, quoi. Et donc du coup, ça a été le premier rapport. Et après, par rapport à ce que tu disais, Johanna, le fait de petit à petit s'indépendantiser sur les moyens de production, ça c'était très important. Donc c'est pareil, petit à petit, à chaque fois qu'on pouvait, on s'achetait un petit peu de matériel et qu'on mettait en commun, et petit à petit comme ça, on construisait une façon de pouvoir continuer à faire sans forcément les budgets classiques. Et ça a été jusqu'à les cours chauds dont parle Marie-France. C'est une maison qu'on s'est achetée en collectif pour pouvoir, pour avoir un endroit où faire, où continuer à discuter et à justement, échanger sur ce qu'on avait envie de faire. Et cette année, on a tourné en fait 7 films. Donc on a fait d'abord des résidences d'écriture entre nous, mais aussi avec des personnes extérieures. Et c'est venu à tourner des films sur place avec un tout petit budget, mais en faisant un espèce de pacte entre réalisateurs, productrices, pour pouvoir soutenir ces films. Et donc cette année, on a réalisé 7 films autour de cette maison et de cette région, et en échangeant les postes. Voilà. Ouais. Tu peux rappeler, vous êtes combien ? Alors, on est 12 associés et on va dire 8 vraiment plus actifs. Ouais. Et vous avez acheté en fonds propres la maison et tout ? Oui. Okay. Et ça m'amène d'ailleurs à une question que je voulais aussi vous poser, c'est comment est-ce que vous vivez de votre réalisation, de la réalisation et de la production ? Parce que pour nous, c'est pas, on vit pas encore de nos propres réalisations. On fait aussi, on doit aussi, le régime de l'intermittence permet ça, mais on travaille aussi pour d'autres productions pour pouvoir d'un côté vivre et de l'autre continuer à faire nos films. Moi, pour ma part, c'est un peu pareil, chômage, intermittence. Moi, j'ai fait du casting avant pendant 5 ans. Donc, c'est ce qui m'a un peu aidé aussi à avoir un métier à côté, parce que c'est bien d'apprendre un métier quand même avant de devenir réalisateur. Et oui. Non, mais c'est un trope, c'est une blague, c'est un trope de ma famille, de mes parents qui pensent que c'est pas un métier. C'est ça. Et ouais, non, donc du coup, j'ai fait du casting avant et ça m'a aidé à rentrer. Et puis après, maintenant, j'écris aussi, ce qui me permet aussi d'arrondir les fins de mois, on va dire, quand j'écris sur des projets d'autres personnes, ou même moi en tant qu'auteur. Là, par exemple, la série qu'on coproduit, qui va être développée avec France TV Slash, je suis coproductrice, mais je suis aussi co-auteur, en fait. Ce qui me permet quand même de me rémunérer sur la partie auteur. Mais à terme, pour l'instant, en tout cas, je ne vis pas de mon activité. Je pense que c'est pour qu'une boîte de prod, pour vivre du métier de producteur, ça met quand même pas mal de temps. Je ne sais pas
vous qui êtes plus établi? Moi, j'ai une philosophie quand même qui est que sur ma boîte de production anti-archives, je gagne à chaque fois le minimum, sauf si tout d'un coup on a un énorme budget, etc. Je peux me payer, mais j'essaie, en tout cas là dans l'équilibre qui est le nôtre, que voilà, quand on fait des cours, de toute façon, personne n'est payé sur nos films, en tout cas qu'on fait, et sur Wild Building qu'on a développé pendant 3 ou 4 ans, qui est un long métrage. Je pense que mon salaire était tout petit, mais par contre, effectivement, sur mes longs métrages en tant que réalisateur, même si ça reste des petits budgets pour l'instant, c'est là où j'économise pour ensuite vivre plus longtemps, toucher l'intermittence également. Et je vis aussi une grande partie du temps au Cambodge, et en fait ce choix-là m'a aidé à pouvoir, parce que le coût de la vie y est beaucoup moins cher, m'a aidé à pouvoir trouver cet équilibre particulier. Ma partenaire, elle est artiste plasticienne, donc on est tous les deux dans des choix de vie aventureux, disons. Donc c'est clair que c'est pas toujours facile. Et donc il y a eu des moments un peu difficiles, mais par exemple, quand je faisais de la production exécutive de Onoda, qui est donc là maintenant, c'est un truc différent. Donc pour ceux qui ne savent pas, la production exécutive, c'est qu'en fait, vous offrez ou vous louez les services de votre production. Donc il y a un producteur principal délégué, qui est une boîte française, Nicolas Antomé, qui s'alloue les services d'une boîte de production au Cambodge pour fabriquer le film. Ça veut dire s'occuper de tout ce qui est sur place, puisque eux ne connaissent pas le Cambodge. Donc il faut s'occuper de la logistique, il faut trouver les techniciens, il faut avoir une structure pour recevoir l'argent, déclarer fiscalement, etc. Enfin, c'est un énorme boulot, mais c'est un boulot différent. Et même si Arthur Harari, le réalisateur du film, c'est l'un des cinéastes que j'admire le plus en France et c'est un ami, mais c'est pas la même chose pour moi que quand je produis les cinéastes cambodgiens avec lesquels je travaille. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, j'ai négocié un salaire et j'ai pu vivre voilà, de ça. Donc c'était comme ça que j'ai pu trouver un équilibre, mais pareil, comme d'habitude, enfin, par rapport à mon activité, il n'y a pas de vision de comment je vais faire, ça tombe comme ça et on fait avec et on est chanceux et parfois pas chanceux, quoi. Moi, j'enseigne, donc ça crée aussi un équilibre dans ma vie et du coup dans ce que je gagne. Mais pendant longtemps, j'ai pas vécu des films que je faisais parce que j'avais des petits budgets et les films avaient une vie incroyable et les gens se disaient ah, je dois bien vivre, mais non, pas du tout. Et oui, c'est vraiment quand j'ai commencé à enseigner que ça venait équilibrer également ce que je gagnais avec mes productions, quoi. Donc oui, je pense qu'à part être voilà un réalisateur qui également fait des films qui correspondent aussi à l'industrie où on a des grands budgets, de grands revenus. Et je pense que quand on est à la marge et qu'on veut faire un cinéma qui se raconte autrement et qui s'affranchit des narrations attendues, on est également dans une forme de militantisme et c'est un travail de longue haleine qui prend du temps et voilà. Et je pense qu'on est tous dans cette logique-là et ouais. Rosine, j'avais envie que tu reviennes un peu plus justement sur l'aspect collectif de ton travail, parce que comme tu as rebondi tout à l'heure en disant que tu travailles avec ta famille, Mambar Pirette, du coup, c'est un film de fiction que tu as vraiment composé avec ta famille et aussi en petit comité du fait du budget, mais aussi c'était un choix de ta part pour faire ce cinéma-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Comme je disais, j'ai étudié à l'INSAS en Belgique, une école très très conservatrice d'un certain type de cinéma. Et je savais juste déjà dans les dispositifs des exercices qu'on faisait que c'était pas comme ça que j'avais envie de faire parce que ça me tétanisait. La manière d'être entourée de 30 personnes qui me regardent et qui attendent que je prenne une décision, je me disais mais je peux pas. Je peux pas m'exprimer. Et comme ça, je me disais... et en même temps, à chaque fois, je me disais, mais si j'amène ces 30 personnes dans mon quartier, à Yaoundé, que je vais filmer, on va se mettre en spectacle et on va détruire tout ce qu'on a envie de filmer. Et pour moi, je savais que ce n'était pas le cinéma que j'avais envie de faire. Et je me disais, mais à chaque fois que je me retrouvais dans ces exercices-là, je me disais,
comment j'applique ça au Cameroun? Comment je fais ce cinéma-là en préservant les gens, en préservant la singularité des histoires que je veux raconter. Et le documentaire m'a beaucoup aidé à comprendre ça, parce que le documentaire m'offrait une intimité que j'avais besoin d'avoir pour comprendre déjà comment je voulais faire les choses. Et le documentaire m'a aidé à trouver la forme de fiction que j'avais envie de faire. C'était cette intimité-là, retrouver, recréer cette intimité que le documentaire m'offrait. Et voilà, et surtout, il y a un rapport de pouvoir qui existe dans le cinéma qu'on ne peut pas ignorer entre le filmeur et le filmé. Et je savais que je sais que je travaille avec les non-instruits du cinéma, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien du langage cinématographique et qui sont là parce que je leur dis, vous avez quelque chose de précieux en vous que le monde a besoin de savoir. Ces personnes-là me font complètement confiance. Et ces personnes en grande partie, c'est des gens de ma famille qui feraient tout pour moi. Et il est très, très facile de prendre du pouvoir sur ces personnes. Et je me disais, comment, dans mon dispositif de mise en scène, redonner le pouvoir aux gens. Redonner le pouvoir aux gens en leur disant, en fait, c'est vous qui nous donnez des histoires à raconter. Sans vous, on n'a rien à raconter. Et c'était ça, ma logique, comment trouver le moyen en tant que réalisatrice et en étant consciente du pouvoir que j'ai quand je fais un film, comment j'arrive à partager ce pouvoir avec les gens que je filme, comment j'arrive à mettre en scène des situations et des gestes qui permettent au personnage de se dire « Ah, on attend de moi, on m'a donné la liberté de vraiment faire ce que je veux. » Et c'était de recréer cette intimité que le documentaire m'avait donnée. Et c'est ce que j'ai recréé. Je me suis dit, il faut que je trouve un dispositif où le rapport de pouvoir s'inverse dans l'équipe. Parce que ici, ça fonctionne comme ça et les gens ont intégré ça et ça marche. Il y a des films magnifiques qui sont faits, mais je savais que je ne pouvais pas le faire. Et j'ai recréé cette intimité-là avec Mamba Pierrette pour que Pierrette et les gens de ma famille sentent que là, on a l'espace de s'exprimer. Et je suis partie juste avec un chef-op, un ingénieur de son qui était des gens blancs avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Parce qu'il y a aussi ça, dans un rapport de déconstruction de ce pouvoir-là, nous, en tout cas au Cameroun, on se dit c'est en recréant qu'une équipe entièrement camerounaise ou noire qu'on va déconstruire. Non, la déconstruction doit se faire ensemble parce qu'on est tous là ensemble. Moi, j'ai un mari français avec qui je confronte mon regard tous les jours et j'adore cette confrontation parce que ça me permet de mettre à distance ce que je suis et d'où je viens, et ça me permet d'apprendre de lui, de ce qu'il est et d'où il vient. Et le monde est fait de ça. Et on ne peut pas s'en affranchir. En tout cas, si on essaye, ça veut dire qu'on se coupe. Et on ne vit que par son propre regard et par sa propre réalité. Et moi, avec le temps, je me suis entourée des gens qui sont dans cette logique d'apprendre de moi et comme je suis dans la logique d'apprendre d'eux. Et dans ce rapport-là, et sachant ça, que quand j'amènerai cette équipe de Blancs au Cameroun, les gens sont dans une position de pouvoir par rapport à ça. Comment je déconstruis ça? Déjà, l'effectif faisait en sorte que ces deux personnes étaient en minorité. Et c'était vraiment beau de voir comment Fiona et Loïc se sont fondus dans ma famille et ont trouvé leur place et la bonne place pour
regarder et faire leur travail. C'est souvent ça que parfois les productions classiques ne donnent pas. Le temps des gens qui viennent d'ailleurs, qui découvrent une nouvelle société, une nouvelle culture, de trouver leur place. Et je pense que ce qui manque aussi dans nos productions classiques, c'est ce temps-là. C'est ce temps-là qu'on a besoin d'observer et de regarder. Et on n'a plus ce temps d'observer et de regarder. Parce que même quand on regarde le travail dans les grottes préhistoriques, on sent un très, très, très grand temps d'observation. Quand on voit tous ces dessins sur des animaux en mouvement, on n'a plus. On te dit, tu vas faire un documentaire, tu as 3 semaines. Comment on n'est pas dans un rapport de pouvoir avec les gens et la réalité qu'on va filmer, parce qu'on doit faire rentrer tout ça dans un certain temps, et du coup on saute des étapes, on brille des gens, et voilà, pour moi, étant consciente de ça, créer une structure de production m'a donné la liberté de prendre le temps dont j'ai besoin pour faire les choses et pour ne pas reproduire des rapports de violence et de domination. Et ça, et encore plus avec ma famille, parce que je travaille avec ma famille, je suis encore plus sensible de protéger, comme Davy disait, comment protéger mes auteurs de ça. Ça m'a vraiment... Ouais, et ça me revient toujours, comment protéger les gens que je filme de cette machine que parfois l'industrie lance et broie des idées, broie des personnalités, broie des paroles. Et voilà, je suis très, très sensible à ça. Et Mamba Pierrette a vraiment été pensée et réalisée dans cette logique-là. Et j'espère qu'on le voit dans le film, comment Pierrette, elle saisit ça. Elle prend elle se dit, ah oui, on veut m'écouter. Et elle donne généreusement. Ouais. Non, t'inquiète pas. J'attendais de voir si quelqu'un allait réagir, mais en fait, je voulais aussi te poser une autre question, mais on y reviendra. J'aimerais bien, enfin, voilà, on parle de déconstruction, on parle de collectif, et j'ai l'impression aussi qu'il y a aussi la question de la transmission qui vous traverse. Par exemple, je sais qu'à Les Cours Chauds, vous faites aussi des résidences, et pas forcément que pour votre collectif. Voilà, Davy, il y a Ritipan qui a créé une école au Cambodge, et toi, comment tu t'inscris là-dedans aussi, justement en donnant la possibilité à ces jeunes femmes, par exemple, de faire un film, mais comment aussi, enfin voilà, tu parlais de workshop, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui traversent aussi ta démarche? Johanna, c'est aussi une question, je pense, qui peut être intéressante. Dont tu parlais aussi d'être programmatrice aussi. Enfin voilà, comment toi tu t'empares aussi peut-être de ça, dans cette pensée-là, à transmettre au-delà de la production. Et toi, Rosine, tu parlais d'enseignement. Tu as ce programme qui s'appelle Héritage. Est-ce que tu peux aussi nous en parler, de déconstruction aussi que tu veux transmettre dans cet enseignement avec des étudiants qui sont pour la majorité blancs, et aussi dans le fait de passer à la production pour d'autres personnes, d'autres auteurs, autrices. Enfin voilà, je sais pas qui veut commencer. Pareil, excusez-moi, c'est très vaste et c'est des pistes. Parce que ça, voilà, je vous laisse vous débrouiller. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Oui, Ritipan au Cambodge, c'est pas vraiment une école, il a créé plusieurs choses, mais notamment les choses les plus symboliques et fortes, c'est un centre qui s'appelle Bopana, qui est un centre de ressources audiovisuelles dans lequel on peut venir et avoir accès à des archives autour du Cambodge, et ça et à une activité culturelle par ailleurs là-bas, d'exposition, etc., qui est très importante. Et il a aussi été l'instigateur de la commission du film du Cambodge, qui émane du ministère de la Culture, mais à l'époque avec l'argent de la France, c'était l'Agence française de développement, et ça a permis pendant 10 ans d'avoir vraiment un bureau de production très important pour attirer des tournages étrangers à tourner au Cambodge, comme au Bas par exemple, ce qui permet tout le temps un transfert de compétences avec les techniciens, etc., mais aussi de faire des workshops et des ateliers. Et
Moi, en fait, au départ, c'était assez, je dirais, classique et naturel. C'était pour moi, à mon échelle, juste parce que j'ai bénéficié de l'éducation au cinéma en France. En fait, pas de l'éducation parce que je me suis éduqué un peu tout seul, mais juste de l'accès, ça veut dire l'accès au film en allant... En fait, moi, ma cinéphilie, c'était parce que à 12 ans, j'ai vu un film, qui est un film de gangster, Hit de Michael Mann, en 95-96, mais ça m'avait bouleversé. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que les films d'action un peu bêta, dont j'étais très épris à l'époque aussi. Et donc, du coup, j'ai suivi cette intuition, alors que j'avais personne de cinéphile dans ma famille, et j'habitais à Lyon, et en face de chez moi, il y avait la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, et j'ai commencé à y aller, j'ai loué des films tout seul, et c'est comme ça que je me suis fait ma cinéphilie. Mais au Cambodge, j'ai absolument pas accès à ces films-là, il n'y a même pas la connaissance que ce truc-là existe. Donc au début, depuis le début, ça m'a toujours passionné d'essayer de montrer ça, de programmer des films, de les inviter à voir, les personnes autour de moi à voir des films. Et j'ai créé un ciné-club qui existe encore, qui s'appelle le Anti-Ciné-Club, comme Anti-Archive, en 2015, complètement illégal, parce que c'est un groupe Facebook fermé, et on montre les films qu'on veut, qu'on a téléchargés, j'ai plein de films téléchargés, et on fait ça une fois par semaine. Et je m'étais posé la question à l'époque, 2015, à l'époque on était tout petit, donc on n'avait même pas de bureau, donc je faisais ça chez moi, dans ma chambre à coucher, dans mon appart, et il y avait entre 15 et 25 personnes qui venaient, ce qui était beaucoup. Après, petit à petit, ils sont moins venus, parce que les films étaient peut-être trop radicaux, ou en tout cas trop... le geste de programmation est toujours compliqué dans ces pays-là, de comment est-ce qu'on s'adapte, est-ce qu'on veut montrer vraiment avec radicalité quelque chose et du coup après on perd des gens, c'est toujours une question compliquée que je me pose toujours. Mais à l'époque je me dit qu'est-ce que je veux montrer au départ, et je me dit je vais montrer un cycle ça a duré pendant 6 mois je pense, de cinéma moderne asiatique, parce que c'est un cinéma dont ils connaissent pas l'existence, et pourtant qui va, j'espère, leur parler, parce que c'est quand même la région, quoi. Et donc j'ai montré des films d'Abhi Chatpong, de Cha Sang-ke, de Naomi Kawase, de Hong Sang-soo, etc. Et de fil en aiguille, maintenant ça s'est élargi évidemment à d'autres cinématographies, mais on le fait une fois par semaine dans le bureau, maintenant le petit bureau qu'on a à Phnom Penh. Donc c'est la première chose. Et après, en termes de workshop, on l'a pas tellement fait, mais il y a quelque chose qu'on a fait récemment, et qui pour moi était très symbolique aussi, de parfois prendre du recul, essayer de réfléchir à nos pratiques et comment on peut s'entraider encore une fois les uns les autres. Et j'étais au Festival de Cannes cette année, j'étais en jury Un Certain Regard, j'étais un peu pas en doute, mais en tout cas dans une période difficile où j'arrivais pas vraiment à trouver l'inspiration et savoir surtout quel prochain projet je voulais écrire. Et donc du coup d'être à Cannes, dans cette espèce de frénésie complètement folle du festival, mais aussi l'obligation de voir 20 films de la sélection avec un jury de gens tous très connus, très expérimentés, donc l'obligation d'être au niveau intellectuellement et la stimulation, ça m'avait extrêmement stimulé, ça m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de désir aussi de voir. Au Certain Regard, c'est souvent des jeunes cinéastes de beaucoup de pays différents qui vous montrent ce en quoi ils croient, en quoi l'histoire, donc ils pensent qu'elle est nécessaire d'être racontée maintenant. Donc tout ça, j'allais dire, m'obligeait presque à lever mon regard par rapport à eux. Et en fait, ça m'a donné beaucoup de force. Et quand je suis revenu au Cambodge, je me suis dit, tiens, cette force-là, je la sens, elle est là. Je sens qu'elle va s'épuiser rapidement, donc utilisons-la. Et comme j'étais un peu dans un moment difficile d'écriture, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu que tous les gens qui travaillaient avec moi en Anti-Archive, on était tous au même moment. Tout le monde a fait un peu réaliser ses films les années précédentes, et là tout le monde était un peu au début de l'écriture, donc il y a un moment qu'on sait tous être compliqué. Et en fait, du coup, c'est des moments aussi qui sont très solitaires, parce que c'est des moments où, même avec ma productrice française, c'est genre, elle attend qu'à un moment, dans quelques mois, j'arrive avec un traitement, mais on va pas en parler tous les jours, c'est ma bulle. Mais cette bulle, en fait, elle est difficile, d'autant plus pour les personnes en Anti-Archive qui n'ont fait aucune école de cinéma, à qui on n'a jamais appris comment écrire un scénario, donc ils sont encore plus dans une expérience de solitude. Je dis ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et j'ai eu la chance de faire ces workshops d'écriture qu'on fait souvent en Europe. Il y a un truc qui s'appelle le Torino Film Lab, le truc qui s'appelle le groupe Ouest, où à chaque fois c'est à peu près des choses un peu similaires, où des auteurs sont sélectionnés par rapport à des projets qu'ils sont en train d'écrire. Ils ont une semaine en autarcie dans des résidences, ils vont rencontrer des consultants de script, des consultants d'autres, de chefs opérateurs, etc. Et la mise en combinaison, encore une fois, de ces forces artistiques fait que idéalement ils vont réussir à se débloquer, à écrire, à avancer sur leur projet. Et donc je suis revenu en disant pourquoi on ne ferait pas ça
ensemble en fait, parce qu'on est tous des réalisateurs, tous on est au même moment. On n'a pas partagé vraiment, parce qu'il y a aussi une peur en fait de l'écriture de ne pas partager les choses parce qu'on n'est pas prêt. Donc je ne sais pas exactement où est-ce que vous en êtes tous. Moi, j'ai même pas partagé avec vous qu'est-ce que j'écris. Donc venez, on le fait. On se donne une deadline en 2 semaines. En 2 semaines, quoi qu'il arrive, on partage ensemble là où on en est et on investit avec la société une semaine. En province, on est allé à Siem Reap, qui est la ville des temples d'Angkor, donc c'est pas n'importe où, c'est quand même une ville vraiment super. On loue des chambres d'hôtel, on se met à 2 par chambre, et pendant 1 semaine, on bosse. Et on a fait ça. Et ça a été vraiment une semaine exceptionnelle pour nous, parce que ça a complètement débloqué, ça a remis du sens dans le collectif, parce qu'un collectif, ça s'épuise en fait quand même. Au début, on est hyper excité, puis chacun fait ses projets, et on se connaît par cœur, donc au bout d'un moment, on finit par un peu dans des... On sait qu'on est un collectif et en même temps chacun suit sa ligne et donc du coup ça a remis cette espèce d'horizontalité, mais très important aussi l'échange, ça veut dire chacun était là pour soi mais était là aussi pour les autres. Ce qui est hyper dur à créer ce truc-là. Et quand on est dans des Film Labs, en fait, du coup, on est là aussi pour soi, parce que moi, je vais au Torino Film Lab pour Diamond Island, j'ai des gens autour de moi, mais où je suis omnibulé par mon projet, sauf que là, avec l'amitié qui nous réunit, c'était vraiment chacun est là pour soi, donc on avait inventé un programme et on a fait 5 jours, et je sais que pour chacun d'entre nous, ça a complètement débloqué quelque chose. Donc après, c'est toujours la difficulté de continuer à garder le geste en juillet, donc après, chacun est retourné dans ses trucs, mais c'était hyper important de faire ça. Et ça, c'était, pour moi, ça avait vachement, enfin c'était quand ça m'a redonné du sens par rapport à ce que je faisais et par rapport à ce que je faisais avec Anti-Archive et pour chacun d'entre nous, c'était donc voilà. Et après c'était uniquement fermé entre guillemets sur notre groupe de personnes qui se connaissent bien, donc c'est comment réfléchir aussi à comment ouvrir tout le temps. Il y a d'autres personnes, il y a des gens plus jeunes qui arrivent et comment réussir. Et donc il y avait dans ce workshop, il y avait le plus jeune, c'était un jeune de 22 ans, cambodgien, qu'on venait d'embaucher depuis 1 an parce que c'était le seul jeune que j'avais trouvé qui me parlait d'une cinéphilie hyper radicale, de cinéma, de Pedro Costa par exemple, de Antoine Dagata, de Philippe Grandrieux. Personne au Cambodge m'avait jamais parlé de ces cinéastes que même en France on ne connaît pas. Et donc du coup il avait trouvé ça sur internet avec la nouvelle façon de pouvoir échanger ça. Et donc du coup il était le Benjamin disons de cette bande-là, et lui aussi avait un projet, il n'a jamais réalisé de film, donc il avait son projet de court-métrage. Donc c'est comment aussi redynamiser et réouvrir tout le temps le collectif, que ce soit pas tout d'un coup un endroit fermé et qu'on vieillisse ensemble, mais que ça reste aussi réactivé par des gens plus jeunes qui, encore une fois, la confrontation du regard, comme tu disais, Rosine, quoi. Ouais. Du coup, oui, ça pose aussi beaucoup de questions, parce que c'est précisément ce qu'on fait à Les Cours Chauds dans ces moments de début de projet, ou même de façon assez régulière pour entretenir le rapport à l'écriture, ou l'écriture au sens large, questionner ce qu'on va faire et tout, et enfin ce qu'on va réaliser. Et en fait, dans cette dynamique-là, je ne sais pas combien vous êtes et combien de projets se réalisent au final ou quoi, mais je trouve que ce qui est compliqué dans ce maintien d'émulation, c'est qu'il y a toujours justement des profils qui se mettent plus facilement au service d'autres, certains qui s'effacent, certains qui profitent vraiment de cette émulation. Et là, nous, la grande question, c'est aussi comment on fait bouger ces lignes-là, parce que il y a vraiment on est encore soumis à nos éducations, à chacun, chacune, et ce truc-là, il est un peu sans fin. Je ne sais pas si vous avez des réponses à ce truc-là. Non, mais par rapport à ce que tu dis précisément, je pense qu'effectivement, quand un groupe se connaît trop, on sait bien, au bout d'un moment, c'est quand même un tournage de le tenir longtemps. Pour nous, exceptionnellement, c'était particulier, c'était qu'on n'avait pas fait ça depuis longtemps. Chacun était dans un moment un peu de souffrance par rapport à soi-même et son écriture, et donc je pense qu'on a trouvé une semaine parfaite d'alignement sur lequel tout le monde était sur une ligne horizontale, à l'écoute de chacun, et tout le monde a ressenti ça, et le plaisir de se sentir écouté quand on s'est senti assez seul pendant des mois fait que la réciproque devient naturelle. Donc j'ai trouvé ce moment exceptionnel, et après, encore une fois, il est dur il faut travailler à le garder, à le préserver, c'est hyper précieux et peut-être rare, mais effectivement, si vous le faites sur une base régulière, c'est aussi peut-être là où du coup on perd de vue comment c'est miraculeux en soi, quoi. Moi, quand tu voulais rebondir ? Non, quand je vous écoute, en fait, je me dis que ce qui est vraiment important, c'est aussi, quand on fait des films, c'est de trouver ces gens
d'abord on trouve nos films, on trouve nos cinéastes, et puis ensuite on trouve les gens avec qui on veut faire des films. Et moi je me reconnais beaucoup dans ton parcours, Rosine, parce que ce truc de pas trouver ces gens en école par exemple, et du coup d'avoir la nécessité de créer ces gens en fait. Ça a été très tôt la question. Donc en fait la question de la transmission, elle s'est faite pour moi au même moment que je me formais. Je me formais et je formais d'autres gens pour qu'ils travaillent avec moi. Donc ma sœur, elle venait pas du cinéma. Aujourd'hui c'est mon associée. Et pareil, il y a quelques années avec Fantasilla qui était avec vous hier, on a créé le laboratoire d'écriture noire où on n'était que des filles qui aspiraient à faire du cinéma et à écrire. C'est comme ça qu'on a commencé à écrire de la série. On voulait juste écrire des personnages de femmes noires qu'on n'avait jamais vus. Et donc on était des comédiennes, moi je faisais du casting à l'époque, Fanta elle était critique, voilà, c'était l'idée. Et en fait on se rend compte très tôt que il faut former les gens avec qui on veut travailler pour qu'on puisse monter ensemble. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui parce que les auteurs que moi je vais chercher, en tout cas par exemple Léa Mormand-Chauvac avec qui je travaille sur la série Sisters qu'on développe avec France TV Slash, elle vient pas du cinéma, elle est journaliste. Donc elle est journaliste à la Déferlante. Ouais, et elle a fait un documentaire sur c'est ça, la Déferlante, et elle a fait un documentaire sur donc les sœurs Nardal sur qui on travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se ressent aussi dans les films, c'est-à-dire que les films du coup que nous on veut faire et qu'on défend, c'est des films qui vont aussi transmettre nos histoires, qui vont aussi raconter avec notre mémoire. Je l'avais fait pour Miss Thérèse Diop et Thérèse Miss Diop, comme on veut. et puis aujourd'hui avec les sœurs Nardal, qui sont des autrices de la négritude oubliée, où pareil, on a cette nécessité de trouver les gens, former les gens avec qui on va raconter ces histoires parce qu'ils n'existent pas dans le monde classique du cinéma. Et en plus de ça, raconter ces histoires qui sont méconnues et enfouies. Et donc il y a ce truc vraiment qui est omniprésent de transmettre en fait. Oui, justement, j'allais te dire que ce qui est assez beau, par exemple, avec un projet comme Notre Mémoire, et que tu veux aussi, je crois encore, peut-être développer, voilà, c'est que à la fois, toi, tu transmets aussi l'histoire, tu transmets en fait, en mettant en valeur des femmes oubliées, des femmes noires, actrices qui en fait ont compté dans le cinéma et qu'on invisibilise, et en même temps, tu transmets aussi sa parole à elle et son histoire, et voilà, c'est pour ça aussi que je pensais à toi pour la transmission, quoi. Et Rosine aussi, genre les archives. Oui, le geste cinématographique, en tout cas dans notre cas, le geste cinématographique est un geste d'apprentissage et de transmission au même moment. C'est pas quelque chose qui est dissocié. C'est au même moment, au moment où on apprend, au moment où on transmet aussi aux générations qui en ont besoin, qui sont en manque de ce qu'on est en train de produire. Et oui, moi je suis complètement là au Cameroun. Je veux plus, je sais que j'ai envie de faire plus de choses, mais avec des gens, comme je disais, qui sont des non-instruits du cinéma, mais qui ont une seule volonté, ils se disent, c'est un espace qu'on a envie de saisir. Et voilà, mais il faut former, il faut transmettre, il faut, oui, pour que les gens... pas dans une formation dogmatique où je viens dire ce qu'il faut faire, dans une formation où on laisse des gens et dans une collaboration comme je vois avec Davy, où généralement la collaboration parfois ne laisse pas l'expression, le développement de l'expression des gens. On vient avec une idée et cette idée s'impose à certaines personnes. Et là, ce que je vois, c'est une collaboration qui laisse l'espace à l'expression individuelle. Et ça, c'est hyper important. Dans la collaboration, parfois, l'idée qu'on insuffle finit par empêcher l'expression des autres. Parce qu'on est dans cette idée-là et on est focalisé sur cette idée et on n'est pas flexible à ce que cette idée évolue et permette à l'expression de chacun de se dévoiler. Et moi, c'est où en fait j'en suis. Je suis là, je fais des propositions, que ce soit dans ma famille ou à des amis, mais en même temps, je ne veux pas dire il faut faire ça. Je dis voilà, est-ce que ce que je suis en train de proposer ou d'insuffler, ça résonne en vous, ça permet que vous puissiez vous en saisir pour en faire autre chose ou pour proposer
autre chose. Et ça, je l'expérimente. Je ne sais pas comment ça va évoluer parce que je l'expérimente, quoi. Ouais. Tu peux parler d'héritage un peu si tu as envie. Je pense à l'état, né de ce travail de Jeanne. Héritage est né du fait que j'ai eu cette proposition d'enseigner dans cette université à Gand. Et j'étais là, je me disais, mais c'est pas où j'ai envie d'être parce que c'est une région en Belgique très très blanche. Et je me disais, si j'ai envie de transmettre, c'est au Cameroun. Et quand je refaisais un peu, je réfléchissais à mon parcours et aux difficultés auxquelles j'étais confrontée, je me suis rendu compte que ma première confrontation était de me confronter à la domination. Et cette domination, je l'ai ressentie où? Plus en Belgique, dans les écoles occidentales. Et je me suis dit, si je suis en déconstruction de cette domination, c'est là où je dois être. C'est là où je dois, en principe, déconstruire. Parce qu'au Cameroun, je suis sur une autre position. C'est des gens qui sont dominés par la pensée occidentale, par l'expression occidentale. Donc, c'est un autre positionnement. Et je me suis dit, si je dois déconstruire ça, c'est d'abord là que je dois commencer par déconstruire. Et comment déconstruire ça? C'est amener d'autres formes de pensée. C'est amener d'autres formes d'imaginaire par des films, par des auteurs qui pensent leur cinéma et qui expriment leur cinéma. Et d'ailleurs, David, je suis très, très friande de ta parole, de ton expérience au Cambodge et Anaïs aussi. Et ça, la déconstruction se fait par cette confrontation-là. Ce n'est que comme ça qu'on va déboulonner ces bétons de pensée qui sont transmises de génération en génération et qui ne sont jamais remises en question parce que c'est là et on a eu l'habitude de transmettre et parce que le monde bouge et se mélange, on a des gens qui viennent avec d'autres histoires, d'autres parcours et viennent contaminer, j'aime bien ce mot, viennent contaminer tout ça et on a besoin de ça et je me rends compte que cette expérience aussi m'apprend beaucoup de cette nouvelle génération qui a besoin de ça, qui a besoin de changement, qui a besoin d'expression parce que même cette pensée-là les bloque dans leur expression parce qu'on leur parle d'une histoire gigantesque du cinéma qui est impossible d'accès ou impossible. Je dis, mais c'était une histoire d'une certaine époque et ça reflète une époque. Vous êtes dans votre époque et on a besoin de vous pour vous raconter. Pas comme ça a été fait, mais comme vous devez le faire. Et ça m'apprend aussi dans ce sens-là et de voir comment moi aussi mon regard se nourrit, ma pensée se nourrit au contact de ces jeunes-là aussi. Et c'est ça que je trouve magnifique parce que je ne me suis pas juste bloquée à me dire non, c'est pas ma place là. Et je me suis dit ok, c'est pas ma place, mais comment, pourquoi on me propose ça d'ailleurs? Pourquoi on me propose ça? Parce que j'apporte autre chose peut-être, et cette autre chose-là peut peut-être contribuer à cette déconstruction. Je trouve hyper inspirant dans tout ce que vous faites. Et justement, j'ai une question. Est-ce qu'on n'est pas presque en train de, quand vous parlez justement de transmettre à la fois à travers vos films, qui sont d'ailleurs souvent des formes plutôt indépendantes, plutôt radicales par rapport à ce qui pourrait se faire comme cinéma grand public, est-ce qu'on n'est pas presque, en étant à la fois transmetteur, cinéaste, en train de créer même son public, d'une certaine manière? Je ne sais pas comment... Vous avez 5 minutes. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai, mais c'est dur, c'est dur. Ouais. Je parle pour le cadre du Cambodge où on fait à chaque fois l'effort quand on fait au moins un long métrage de le sortir en salle commercialement. Je sais qu'on va perdre de l'argent, donc il faut limiter au maximum ce qu'on va dépenser, donc il faut trouver toujours des gens qui vont payer pour nous, c'est ça un peu le producteur, donc trouver des sociétés de distribution
au Cambodge qui sont prêtes à faire un peu de dépenser un peu de com sur le film, mais ça n'a jamais marché pour l'instant en tout cas. Mais c'est hyper important symboliquement de dire on a fait de notre mieux. Les gens qui sont proches de la culture, les artistes, les gens du cinéma et tout, évidemment, ils ont vu les films, mais c'est pas ça. Hein. Le rêve, c'est d'élargir. Et si on parle de diffusion et de distribution et du public, pour moi, c'est l'un de mes plus gros regrets, en tout cas dans mon activité au Cambodge, c'est qu'on passe tellement, et je comprends pourquoi, on passe tellement d'énergie à juste faire en sorte que les films existent, et c'est un combat à chaque fois, qu'une fois qu'ils sont faits, on n'a plus d'énergie pour autre chose, on veut soit se reposer, soit passer au prochain film surtout. Et en réalité, il faudrait, et moi c'est mon rêve, réussir à avoir des gens dans notre société et collectif qui seraient vraiment dédiés à la distribution, d'amener les films, et comme le public ne va pas payer pour voir nos films, il faut trouver d'autres moyens, les proposer gratuitement, faire des partenariats avec des écoles, faire des projections publiques dans des temples par exemple, où là les gens, dans les villages au Cambodge, et ça c'est mon rêve, mais ça demande beaucoup d'énergie et je ne peux pas la mettre, ça c'est clair et net, donc j'espère que ce sera un jour, et c'est là peut-être à ce moment-là qu'on peut créer un public, mais le public au Cambodge c'est un pays qui n'a pas eu plus de cinéma pendant très longtemps. En 2011, ils ont recommencé à faire des multiplex sur l'échelle, enfin sur le modèle des cinémas en Asie, donc dans les centres commerciaux, et à montrer que des films commerciaux. Mais moi j'étais très content parce qu'on partait de zéro, donc du coup les gens sont venus au cinéma, ils ont découvert qu'est-ce que c'était que le plaisir de voir des films en salle, mais c'est des films ultra commerciaux, américains, chinois, coréens, thaïlandais. Et quand on montre nos films, voilà, si je dis des chiffres. On est peut-être 5000 personnes qui sont venues, et c'est pas rien, 5000 personnes. Mais évidemment, j'espérais beaucoup plus, quoi. Donc on travaille petit à petit, mais c'est très compliqué. Et un autre truc que je voulais dire, et peut-être un constat un peu plus pessimiste, ou en tout cas négatif, c'est quand tu disais il faut créer les personnes avec qui on travaille. Moi, parfois, j'ai peur, justement, de la question de la responsabilité, je ne me vois pas, en tout cas au Cambodge, aller chercher les gens en disant il faut que tu deviennes cinéaste. Ou peut-être que je l'avais en tête avant 2009, mais maintenant en 2023, où tout le monde parle de crise du cinéma, je vois que c'est de plus en plus difficile de faire un film d'auteur pour eux. Je me pose la question de ma responsabilité dans ça. Je ne dis pas j'ai complètement tort, mais en tout cas je me pose la question de voir que les gens qui m'entourent, maintenant clairement ils ont un rêve, c'est de réussir à faire leur long métrage, leur film, influencé un peu aussi par les films qu'on a vus ensemble, par exemple en 2015, des cinéastes modernes asiatiques que je citais. Et est-ce que ce cinéma-là est encore possible aujourd'hui? Donc évidemment, on pourrait se dire, on trouveront une façon, les contenus, ça existera toujours, ils feront des trucs avec Netflix, mais c'est pas leur rêve, il y aura une part de frustration aussi par rapport à ça. Et donc je me pose la question de, c'est un peu triste, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de désuétude d'avoir transmis effectivement la passion pour quelque chose qui s'appelle l'art du cinéma à un moment où tout le monde parle de la fin du cinéma. Alors on en parle depuis toujours, depuis sa naissance, mais en tout cas cette question-là, je la dis honnêtement, elle me travaille un peu parfois. Et donc j'encouragerais pas les gens à dire il faut que tu fasses des films, mais par contre je montre des films et quand les gens viennent à moi en disant moi je rêve de faire un film, je suis hyper content et je vais essayer de les aider, quoi, ou en tout cas de travailler ensemble. Mais de créer des personnes qui ont rien demandé, ce qui a pu m'arriver, je fais vachement attention à ça. En tout cas, je l'ai dans ma tête, la hantise de qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Pour répondre rapidement, moi, je vois pas les choses comme tu crées des gens qui n'ont pas envie de travailler dans ce secteur-là. Je pense que quand tu viens dans ce secteur-là, tu es quand même un peu appelé et amené à venir. C'est des vocations. Après effectivement, je pense aussi que tu peux pas avoir la responsabilité de la carrière de tout le monde et que d'une certaine manière le cinéma c'est des allers-retours aussi, c'est-à-dire que toi tu fais pas que de la réalisation, tu fais d'autres choses et ces gens-là aussi et je pense que c'est une rencontre à un moment sur un projet qui peut s'étendre ou qui peut s'arrêter. Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire que effectivement le cinéma est censé mourir depuis le début et qu'il est encore là d'une manière ou d'une autre. Non mais justement on était sur la même longueur d'onde, Johanna, parce que j'avais envie de parler de cet aspect-là de la diffusion. Donc c'est parfait. Et justement parce que Rosine, toi, tu essayes de faire ce travail, enfin tu le fais avec la caravane, et je voulais que tu en parles justement. Après, je sais que tu voulais réagir aussi, donc n'hésite pas à répondre après. Et je voulais aussi savoir pour toi, Johanna, et vous au SMAC aussi, Anaïs, comment vous trouvez ce public-là, justement, comment vous trouvez des écrans, et des écrans pas forcément justement dans les salles, parce qu'on pense aussi à Arte, mais aussi des écrans plus buissonniers. Enfin, on sait qu'après là, on va pas se lancer dans
dans une discussion sur une exploitation différente. Enfin, je pense que ça serait l'objet d'une autre table ronde, mais enfin, voilà, il y a des lieux comme les Chais de la Pensée, il y a des lieux comme La Clé, là, qui sont en attente de réouvrir, ou justement peut-être des lieux différents pour montrer des films différents. Voilà, comment vous travaillez ça? Et peut-être, Rosine, je te laisse d'abord réagir. Je sais que tu voulais prendre la parole, et ensuite répondre à ma question. Oui, je voulais juste répondre à Davy et à Johanna sur le fait de créer. Moi, je suis dans un contexte différent où des gens n'ont pas de perspective et je leur dis juste, en reproduisant votre quotidien, vous faites du cinéma. Et pour eux, c'est tellement banal qu'ils se disent, bah, si c'est juste ça, si c'est juste ça et que je peux gagner un peu d'argent, alors faisons-le. C'est une opportunité de juste faire quelque chose et ils se disent, mais c'est juste être moi. C'est ce que j'ai dit à Pierrette. Elle m'a dit, mais c'est juste ça, c'était juste ça, je fais ma couture, je suis moi. Et si le fait d'être juste moi et raconte quelque chose et peut questionner et intéresser les gens, alors je peux le faire. Donc, c'est pas forcé, c'est pas dans ce sens. Et je peux comprendre que c'est pas amener des gens vers quelque chose dont ils n'ont pas envie de faire ou penser faire. Et pour moi, je disais, c'est vraiment juste faire une proposition et se dire, est-ce que ce que je propose te parle? Est-ce que tu peux saisir ça pour juste te dire, ah, je peux amener ça ailleurs. Et c'était juste ça. Et pour le fait de créer son public, moi, le fait de venir en Belgique m'a donné la liberté de penser et que je n'avais pas au Cameroun. Et je me suis dit, à chaque fois que je veux faire un film, je veux le ramener dans l'espoir que ça va produire ça chez les gens. Et ça me rendait trop triste que mes films soient seulement vus ici et pas au Cameroun. Et on a créé Caravane Cinéma, c'est vraiment précaire, sans budget, mais ça me permet au moins de me dire, ok, si je me paye un billet, je me suis acheté des écrans, un vidéoprojecteur, je vais dans des cours et je montre les films et je vois comment les gens pensent et discutent. C'est pas quelque chose d'énorme, de grand, c'est vraiment tout petit, mais ça me permet d'amener les films où moi j'ai été, où j'ai grandi, et dans l'espoir juste que ça va aider les gens de penser, parce que eux, ce qu'ils voient dans les télés, c'est pas leur réalité. Comment tu peux penser ta réalité et l'impacter si tu ne la vois pas? Comment tu peux te questionner et changer les choses si tu ne vois pas ce que tu vis? Et pour moi, ramener, même dans ce petit contexte tout petit, les films-là permettent aux gens de se voir et de se dire, ah, c'est comme ça qu'on vit. Est-ce qu'on peut amener les choses autrement? Est-ce qu'on peut questionner? Voilà, ça permet juste aux gens de parler autour de ces réalités-là. Et c'est pas complètement créer un réel public comme on le souhaiterait, avec plus de gens, plus de monde, mais ça me réconforte déjà un peu de cette angoisse où je me disais, mais pourquoi je fais mes films finalement? C'est pas, quand je pense à un film, c'est pas pour les Français, vraiment, c'est d'abord pour les Camerounais, et ces films sont plus vus par le reste du monde que par les Camerounais, et je voulais juste contrebalancer cette angoisse qui montait en moi de film après film, quoi. Ouais. Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est exactement, Caravane Cinéma? C'est mobile, hein, c'est un cinéma mobile, c'est ça? C'est un cinéma mobile et c'est un cinéma où je me dis, en rencontrant des gens comme toi, comme Johanna, comme Anaïs, on pourrait se changer des films. Voilà, je dis, j'ai mes films, est-ce que tu peux les montrer gratuitement au Cambodge? On le fait dans les écoles. Moi, je le fais à l'échelle de mes films parce qu'on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent. Mais je voudrais montrer d'autres films.
Et nous, on va aller montrer Mambar Pierrette au Cameroun dans 8 quartiers populaires et dans plusieurs écoles après. Et c'est juste ça. C'est juste ça. Et montrer les films et discuter et laisser la parole aux gens. On l'a fait par le passé. Et parfois, moi, je le fais avec mes étudiants pour confronter les regards. C'est que je montre le même film au même moment au Cameroun et à Bruxelles. Et les publics partagent leur avis sur le film. Et pour moi, c'était juste confronter les regards et surtout permettre aux gens ici de déplacer leur regard. De déplacer leur regard et de voir comment les gens de l'intérieur pensent leur réalité. Et c'est toi qui passe à la diffusion à ce moment-là, ou vous avez d'autres avec ton frère? C'est mon frère qui gère tout l'aspect organisationnel, le contact avec les écoles, parce que aussi c'est un travail d'éducation et de sensibilisation, parce que la place de l'art dans les écoles, ça n'existe pas. Donc il faut convaincre les gens de l'intérêt de montrer un film dans leurs écoles. Et c'est difficile, c'est un travail de militantisme, parce que les gens, c'est pas la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est-à-dire regarder un film. Et un film qui n'est pas un film grand public américain et tout ça. Et du coup, c'est un travail également où on doit convaincre les écoles. C'est pas donné, c'est pas acquis. Il faut leur convaincre de la nécessité de montrer ces films-là, et que ces jeunes ont besoin de les voir, de se construire aussi en regardant ces films. Ouais. Du coup, pareil, je trouve ça hyper important et fondamental de transmettre quand on fait des films et d'avoir la volonté de les montrer. En fait, quand on les fait, pas juste la volonté de faire ces films dans son coin. Et je sais que moi, si j'ai eu le courage de faire mon premier film autoproduit, donc c'était un court documentaire sur les cheveux, sur la perception des cheveux crépus en France, c'est parce que à l'époque, j'avais bossé un peu dans la programmation et que je savais que je pourrais finalement montrer mes films quelque part à un moment. Et j'ai l'impression quand même que, pour ma part, mon choix de faire des films, parce que en fait mes projets c'est des projets grand public, c'est aussi une manière pour moi de dire ces histoires qui sont déjà méconnues, qui ont été parfois invisibilisées, et j'ai envie de leur donner le plus de chances possible aujourd'hui, et donc j'ai décidé de les faire pour le grand public, donc ce qui est un cinéma assez différent du cinéma dans lequel je suis diffusée actuellement, puisque pour l'instant c'est des films autoproduits, donc forcément ils passent par des circuits où les gens osent montrer des choses différentes, et d'ailleurs le travail des programmateurs pour ces films-là il est essentiel, parce que c'est grâce aux programmateurs de festivals qu'après des chaînes de télé ou de ce genre de choses voient ce qu'on fait. Et donc moi je pense que le parti pris d'aller chercher un public très très large pour ces histoires-là, c'est politique finalement. On pourrait penser que c'est pas politique de vouloir travailler avec Gaumont, mais ça l'est quand on parle de l'histoire des sœurs Nardal ou de Missine Thérèse Diop qui sont des femmes noires invisibilisées, et donc là pour moi il y a une nécessité d'aller raconter ces histoires au plus grand nombre. Je ne sais pas si Anaïs, tu voulais répondre ou ça va. Okay. Alors en fait, il est 12h20, on est censé finir dans 10 minutes. Alors je vous écoutais en même temps, j'étais la tête dans la grille pour essayer de trouver une solution. En fait, nous, il faut vraiment qu'on arrête à 12h30. Mais je me disais peut-être qu'on peut essayer. Là, je vais laisser je me dis peut-être qu'on peut essayer de se retrouver au bar d'Entracte après déjeuner, juste avant la séance de chez Jolie Coiffure, et nous on se dépêche de déjeuner, ou alors juste après chez Jolie Coiffure, avant Anti-Archive, parce que je pense que ça peut être, je me conseille de créer une sorte de parcours après cette table ronde avec tous les films qui vont s'enchaîner dans cette même salle et qui ont du sens en fait quand vous avez écouté la table ronde. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une solution pour se voir de manière plus informelle et laisser aussi le public poser des questions, parce que là, je pense qu'on peut quand même peut-être demander une question, mais ça va être une réponse un peu rapide, mais au moins une seule question. Et ensuite, je vous propose de vous retrouver.
Non, mais en même temps, c'était passionnant. Et puis, c'est toujours comme ça, on a toujours du retard dans les festivals. Et c'est donc Saskia qui coordonne les journées professionnelles et qu'on remercie, qui va passer le micro. Merci Saskia. Moi du coup bonjour, merci déjà d'être venu, c'est exceptionnel de vous voir devant nous. Alors j'ai une question qui touche beaucoup d'étudiants actuellement en fac d'art. De mon côté, j'ai voulu essayer la fac d'art, je veux être réalisateur plus tard, je veux faire et produire en même temps. Et actuellement, je m'embête totalement en fac d'art, sans vous mentir, et je voulais des conseils à donner aux étudiants pour pouvoir commencer à chercher, ou alors l'aide à écrire aussi, parce qu'on écrit beaucoup, on est beaucoup à écrire, on se rejoint des fois, on est 4-5 des fois à se rejoindre, à lire nos scénarios. Et je voulais savoir si vous avez des conseils. La question est à vous quatre, du coup, voilà. Non mais ouais, moi j'ai une réponse simple parce que c'est une question qui arrive souvent de personnes aspirantes, réalisateurs ou réalisatrices qui veulent savoir des conseils. Mais pour moi c'est juste faire le plus possible. Donc c'est très simple parce que tu dis tu t'ennuies et vous passez du temps à écrire, mais en fait il faut faire des films. C'est vraiment mon conseil basique, mais que j'ai expérimenté et que les films soient bons ou pas bons. C'est pas la question, c'est en fait plus on va en faire, plus quelque chose va se passer, plus les rencontres qu'on va faire à ce moment-là. Moi, il y a des gens avec qui je travaille aujourd'hui, mais je les ai rencontrés sur mon premier court-métrage en fait en 2006. L'ingé son avec qui je bosse, maintenant il habite au Cambodge et je suis parrain de son fils qui est né au Cambodge. Il s'appelle Vincent Villa et il m'est jamais imaginé qu'en 2006, en le voyant sur un tournage où j'étais juste un producteur associé d'un court-métrage, je le vois, j'entends parler de son et je fais mais j'ai jamais entendu parler d'un type comme ça, donc j'ai proposé de faire le montage son du court-métrage que j'avais fait pour 400 €. Et maintenant on travaille encore ensemble, donc faire le plus possible quand on ne sent pas encore une pression qu'on sent très vite arriver, quand on devient professionnel et que tout d'un coup il faut rendre des comptes à tout le monde et que ça coûte de l'argent et quand on a la chance d'avoir encore cette insouciance-là, il ne faut pas attendre, il faut faire le plus possible tout simplement. Et trouver les moyens de le faire, ça veut dire faire des choses pas chères, s'entraider les uns les autres, travailler gratuitement pour les autres et ils vont le faire pour vous et faire. Je suis tout à fait d'accord, faire et surtout le fait de faire dans cette forme de liberté-là, aujourd'hui, c'est pas perdu parce que c'est une boussole pour l'avenir parce que vous vous rappellerez de comment vous avez travaillé et ça va vous aider ce sera comme une boussole parce que moi, à chaque fois, je me rappelle pour essayer de garder le cap, je me rappelle de comment je faisais les choses avant, quand je n'étais pas, quand mon travail n'était pas connu, parce que parfois on fait un film, ça marche et on se dit ah ça marche, on a la tentation de refaire la même chose parce que ça marche et je pense que ce qu'on a été ou ce qu'on a fait ou ce qu'on a écrit avant est comme une boussole pour nous qu'on doit garder parce qu'on l'a fait dans une forme de pureté qui est révélatrice de ce qu'on est vraiment parce qu'il y a pas de public en ce moment-là, il n'y a pas de regard extérieur, il n'y a que nous et ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de raconter, quoi. Donc oui, c'est vraiment faire. Et on est dans une époque où on a quand même accès, et en plus ici, à plein d'outils accessibles pour pouvoir initier les choses, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et je compléterais en disant faire en pensant à où tu peux l'emmener aussi quand même si sans se mettre la pression, mais de se dire quand même, une fois que tu l'as fait, essayer quand même de l'envoyer parce que tu sais pas, si tu es sélectionné à un festival, c'est une petite victoire, ça va te motiver pour la suite. Faire aussi sur les projets, pas que tes projets, les projets des autres aussi, parce qu'on apprend énormément sur les projets des autres en étant assistant. Enfin moi, mon premier projet, j'étais casting sur un film, j'avais jamais fait ça. On m'a dit, tu veux faire le casting? J'ai dit oui, toujours dire oui. Et elle a eu un César, la petite. Donc tu vois, on sait jamais. Il faut vraiment essayer de multiplier les expériences, comme ça a été dit, et aller jusqu'au bout de l'idée. Donc même si t'es pas fier de ton film, envoie-le quand même en festival. Peut-être que ça résonnera avec quelqu'un. Et aussi demander.
oser demander. C'est ce que je dis aux étudiants, même à moi. Demandez si vous pouvez faire quelque chose. Demandez à vos profs, demandez à vos connaissances. Demandez, osez demander aussi. Et enfin, tu dis que vous êtes nombreux à écrire et donc en fait vous pouvez vous soutenir et vous pouvez faire ça ensemble et je pense que c'est déjà une grande force. Moi, je rebondis sur ce que disait Johanna, j'aurais dû le dire aussi, c'est que j'ai commencé, donc en parallèle de l'école de commerce, j'allais plus souvent en cours et j'essayais de faire des films au maximum et j'étais assistant réel de mes potes, directeur de production d'autres films et j'ai beaucoup appris à avoir d'autres différentes positions aussi. J'ai une bonne nouvelle. J'étais sur mon portable cette fois parce qu'on peut prendre quelques minutes de plus. Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Profitez-en. Merci pour vos interventions. Ça me remonte vachement le moral, donc déjà c'est une bonne chose. Je suis réalisatrice. J'ai d'abord réalisé un premier court-métrage où j'étais actrice. Je m'autoproduis, je m'autodistribue aussi. À ma grande surprise, le film a été montré dans une 30aine de pays. Il s'appelle El Día de la Virgen et ça racontait l'histoire de la séparation entre un frère et une sœur. Puis j'ai tourné un deuxième film qui s'appelle Juan, où je suis allée au Paraguay avec mon cousin pour rechercher sa famille biologique. Et on en discutait hier, il y a pas mal de résonance avec le film que j'ai vu hier de Davy. Là, je vais probablement m'autoproduire pour un troisième film qui s'appelle Corona Paris-Gaza. Ma question est, pour l'instant, j'ai une structure associative où ça a été fait avec des bouts de ficelle, etc. Je me demande si je dois passer en boîte de prod parce que j'en ai un peu marre des non-réponses ou des paroles en l'air de beaucoup de personnes. Et à chaque fois, je suis très reconnaissante des gens qui me disent non dès le début. Est-ce que, d'après vous, il y a un intérêt à passer en boîte de prod, hormis celui de pouvoir demander plus de financement ? Mais ce qui m'inquiète, c'est d'avoir encore plus de réponses négatives et de faire le taf pour rien. Moi, je rebondis rapidement parce que je suis un peu en plein dedans. Je suis passée d'une asso à une SAS très récemment. Et justement, on en parlait tout à l'heure, chercher l'argent, c'est vraiment une chance de pouvoir le faire. Et c'est aussi une chance de pouvoir se structurer parce que moi, je ne connaissais rien au fait de faire une entreprise. Et j'apprends vraiment sur le tas. Par exemple, pour monter une structure et demander des financements de long métrage, il faut avoir 45 000 euros de capital. En France, tout le monde n'a pas 45 000 euros de capital et tout le monde ne sait pas comment les trouver. Donc c'est des choses importantes à prendre en compte. Moi, je pense que à partir du moment où tu veux lever des fonds pour un long métrage, si c'est une fiction, c'est bien d'être structuré en société de production parce que pour les plus gros guichets, il faut être en société de production. Si c'est un documentaire, tu as encore pas mal d'aides qui sont vraiment fléchées pour les auteurs. Je pense notamment à la SCAM. Donc je me dis, voilà, si c'est du documentaire et que tu restes sur un petit budget, tu peux encore rester en association. Mais si tu veux quand même aller chercher des chaînes, chercher des guichets un peu plus gros, ça vaut le coup pour le long terme. De toute façon, il faudra bien t'y coller un moment. Donc autant le faire et peut-être te structurer en SAS, par exemple. Non, mais je suis plus d'accord. Alors ce truc de 45 000 euros, je crois que c'était fini et que c'était plus... Parce que évidemment c'est bloquant et nous quand on a créé Wikifilm on n'avait pas cette somme là donc on a créé une société pour 11 000 euros qui était l'autre minimum pour faire des cours, enfin en tout cas c'est technique mais c'est un peu une question importante mais c'est exactement là le parcours qu'on a eu aussi de mon côté, c'est d'avoir une structure ça peut être compliqué financièrement mais c'est pas très compliqué de créer une société et ensuite l'outil comme il est souvent la condition pour demander des fonds, mais la question que tu posais, c'était aussi de chercher un producteur qui soit pas toi, non ? Oui, mais ça, j'avoue, ça me prend tellement d'énergie que j'en peux plus, en fait. Et puis, en fait, ce que je trouve le plus fatigant, c'est les gens qui te disent oui, et puis d'un seul coup, ils disparaissent et tu n'as aucune explication, et ça m'emmène. Donc, je me dis, finalement, le premier, je l'ai fait seul, le deuxième, je l'ai fait seul, et je m'épuise plus à chercher des producteurs qu'à faire le truc moi-même. La seule problématique sur celui-là, c'est le contexte.
Et c'est le film dans lequel je me lance où je me dis, bon, c'est peut-être mieux que je sois épaulée par un producteur, parce que concrètement, on sait que quand on fait certains films, on peut recevoir des menaces, et que j'ai pas d'idée de savoir si avec celui-là, ça va être le cas ou pas, quoi. Bien sûr. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de solution fléchable, mais le fait que tu as déjà fait deux films et que ces films ont été montrés devient tout d'un coup un outil qui permet peut-être de convaincre des personnes qui n'étaient pas convaincues avant. Je sais pas. Moi, c'était mon cas pour entre Le Sommeil d'Or et Diamond Island, où après Le Sommeil d'Or, Jackie, mon associé producteur, m'avait dit ça m'intéresse plus de produire des films. Et du coup, moi, je savais que je voulais pas me produire moi-même sur un long métrage de fiction, ça me semblait trop difficile. Et grâce au Sommeil d'Or, j'ai pu rencontrer des gens, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma productrice, Charlotte Vincent. Mais il y a sans doute d'autres chemins, j'en suis sûr. Merci. On peut encore grignoter un peu. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Une remarque? Bonjour à tout le monde. Je suis très émerveillé d'être là et de pouvoir écouter tout ce que vous avez dit concernant votre expérience. Je suis assez séduit par le parcours de M. Davy, qui est assez atypique, partant d'un milieu du commerce pour arriver à réaliser et à produire des films. Et je me demande bien, est-ce qu'il n'aurait pas eu des regrets à un moment donné pour n'être pas passé par une école de cinéma, parce que je me dis c'est le parcours normal pour des gens qui font dans le domaine. Et je me demande bien, est-ce qu'il y aurait un conseil à donner à des jeunes qui seraient dans d'autres domaines et qui aiment bien le cinéma et qui voudraient aussi produire? Merci. Aucun regret pour moi, j'ai longtemps une frustration juste de me dire qu'est-ce que c'est en fait de se lever le matin et d'aller partager. Enfin, du coup, je sais pas si c'est vraiment ça qui se passe en école de cinéma. Et tu parlais d'une expérience un peu plus violente, quoi. Mais moi, du coup, comme je savais pas, j'idéalisais ça en disant tu te lèves le matin et tu vas partager ta passion avec des gens qui ont la même passion. Ça va être génial, vous allez échanger. Mais premièrement, j'ai entendu, parce que j'ai des amis qui ont fait des écoles de cinéma, qui m'ont dit non, c'était quand même pas ça. Et souvent, ils sont très critiques par rapport à leurs expériences. Et qu'en réalité, je pense, à contrario, et j'ai visité aussi des écoles de cinéma aux États-Unis, je voyais les gens et tout, comme j'étais quand même assez fasciné par ça, je posais beaucoup de questions, donc ça m'intéressait de voir qu'en réalité mon parcours, ça veut dire la frustration de ne pas faire une école de cinéma, m'a sans doute poussé à faire plus. Comme je disais, c'est pas une blague, j'étais très peu assidu en cours, ça m'a jamais intéressé, je me suis jamais imaginé ailleurs. Je l'ai fait parce que j'ai suivi le parcours scolaire que mes parents voulaient que je fasse, et comme ça marchait bien en cours, on finit tout d'un coup à se retrouver là où on n'avait pas forcément imaginé qu'on se retrouvait, mais dans ma tête c'était juste, dès que j'ai du temps libre, je fais mes projets, et peut-être que parce que j'étais frustré de pas apprendre quelque chose qui m'intéressait, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire autre chose à côté, quoi. Et en fait j'étais aussi au début de l'internet, etc., donc c'était trouver des forums de cinéma en 2003, de 2003 à 2006, ça a été moi mon école de cinéma, de tous les jours aller, de discuter de cinéma avec des gens partout en France. C'était un forum français qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est là que j'ai fait mon éducation au film. Donc on trouve toujours son chemin, et peut-être parfois que dans la contrainte, ça veut dire dans le fait de ne pas faire ce qu'on aurait aimé faire en termes d'études, on va être d'autant plus fort, ou de se construire vraiment un parcours et une personnalité, et ça c'est clairement mon histoire, quoi. Et moi je suis entouré de gens au Cambodge qui n'ont pas fait d'école de cinéma. C'est une complication parfois parce que ça fait on sait pas, mais c'est aussi une liberté d'inventer aussi son propre chemin et son propre cinéma, exactement ce que disait Rosine, quoi. Donc non, pas de regret, une frustration, mais aujourd'hui honnêtement je ne l'ai plus. Bonjour, trop content d'être là, franchement hyper inspirant, ça donne envie de rentrer, d'écrire, de parler à des gens, d'aller sur Cinéaste, je sais pas, de faire plein de trucs, parce que j'étais un peu, enfin bon, j'étais pas dans ce mood-là, quoi, on va dire, avant ça, donc c'est cool. Moi, ma petite question, c'est, enfin, de ce que j'entends, donc vous avez un peu tous démarré sans, sans forcément avoir de contact, etc., et donc de l'autoproduction, et je trouve que théoriquement c'est toujours intéressant, mais je me demande juste concrètement, là aujourd'hui vous avez tous eu un peu des
des courts, des films, des longs, etc., qui ont été vus, et je suis friand en fait des petites anecdotes ou des petites histoires ou de en fait comment ça se fait que Ne pleure pas Alima se retrouve sur Arte, comment est-ce que comment est-ce que Maman Pierrette est à Cannes, enfin comment est-ce qu'on part de ces petits trucs donc autoproduits à la sueur, etc., et qu'on arrive un peu à quels sont les où est-ce que vous avez eu je le dis pas en mode conseil, hein, c'est vraiment juste pour connaître l'histoire. Donc, voilà. Nous, pour Ne pleure pas Alima, je pense que c'est vraiment ce que tout le monde dit depuis le début, c'est-à-dire vraiment tout ton parcours peut te servir. Tout ton parcours, c'est-à-dire que moi j'ai commencé en faisant du casting, donc ce fameux casting où j'ai dit oui, je sais faire du casting, je savais pas faire. Finalement j'ai bossé 2 ans sur le long métrage donc de Maïmouna Doucouré, Mignonne, et après le film a marché. Et en fait suite à ça j'ai commencé à être directrice de casting et je venais de finir un master en documentaire à Nanterre, et une de mes camarades avec qui je m'entendais super bien, Sarah, voulait aussi faire du casting. Elle était en master documentaire anthropologique avec moi, donc pour nous faire du casting, c'était comme faire de l'anthropologie. Et donc on bosse ensemble, on fait du casting pendant 3-4 ans ensemble, et en fait un jour elle me dit j'ai envie de faire un film. Et moi je lui dis mais un film sur quoi? Elle me parle d'une de ses potes, donc c'est un film qui fait un peu documentaire, c'est une histoire vraie. Et nous, en plus, on vient de faire 3 ans de casting, donc on connaît tous les acteurs de la place de Paris. Donc là, on se dit, c'est vraiment le bon moment pour faire notre film, parce qu'on connaît tout le monde. Moi, à ce moment-là, je venais de rentrer en école, de reprendre mes études en production, donc j'avais accès à du matériel, et je commençais à capter ce que je pouvais faire, même avec très peu de moyens. Et donc de là, on se dit, bah vas-y, on fait un film. Et en fait, on fait Ne pleure pas Alima avec rien du tout, mais avec plein de contacts, parce que ça faisait 3 ans qu'on bossait, qu'on connaissait plein d'acteurs, qu'on bossait pour Iconoclast, qui était une assez grosse boîte, donc pareil, on connaissait quelques techniciens. Et en fait, il se trouve que l'actrice qu'on prend pour le film est nommée au César la même année. Super. Donc du coup, forcément, ça donne un peu de visibilité au court-métrage. Il va dans un festival de catégorie 1. Il aura suffi d'un seul festival, parce qu'il fait un premier festival à Bordeaux, le FIFIB. Et là, Arte nous contacte pour nous dire « on est intéressé de l'acheter ». Donc en fait, c'est vraiment... Et moi, je suis là « j'ai produit ce court et ça y est ». Et en même temps, je réalisais mon premier court-métrage de fiction, qui s'appelait Grâce, dans une cité à Villeurbanne, à Lyon. Et donc en fait c'est là où je me disais en fait tout ton parcours peut te servir, parce que tu es là, tu produis ta pote de master machin parce qu'on a fait du casting, et finalement ça y est, tu deviens vraiment productrice pour de vrai, avant même que les films que j'avais produits en école sortent. Donc comme quoi tout ton parcours peut te servir, c'est ça. Parfois tu peux même pas soupçonner à quel point une personne sur ton chemin peut te servir. Dans Alima, on tourne dans un bus à un moment, pour l'anecdote, et le chauffeur de bus, il nous a laissé tourner dedans parce que c'était un mec qui habitait dans la cité où j'ai grandi et que j'ai appris qu'il était devenu chauffeur de bus. Et du coup je lui ai demandé et il a accepté à 5h du mat de nous laisser tourner dans son bus. Donc tout le monde peut t'aider, et du coup jamais sous-estimer qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ton parcours. Rien à rajouter, à part que moi, pour mon expérience, c'est vraiment... quand je regarde mon parcours, toutes les expériences se rejoignent à un moment. C'est que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et dans mon travail, tout ce qui était pour moi, au début, des obstacles et des frustrations, je les utilise aujourd'hui. Je les utilise dans mon travail pour raconter, pour questionner. Et même ce qui paraissait, même ce qui m'a fait pleurer à l'époque est une force aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut rien sous-estimer dans son parcours. Parfois, on a la sensation, quand on cherche, qu'on perd son temps. Et pour moi, rien n'est perdu. Rien n'est vraiment perdu, quoi. Et Maman Pierrette, si je m'étais arrêtée à ce producteur qui disait ma mère n'est pas du tout un personnage de cinéma, je ne serais pas retournée filmer dans ma famille. Et
Et c'est en retournant, en me disant, ouais, c'est mon désir de cinéma, j'y crois. Et parce que j'y crois, j'espère que les gens vont être touchés. C'est tout. C'est ce qu'on met aussi derrière nos choix. Et c'est important, quoi. C'est pas du tout banal. Si on y croit, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, peut y croire aussi. Et moi c'est ma philosophie. Si je connecte et je m'émeus face à quelqu'un, je me dis, si je suis émue, ça peut émouvoir. Si je suis touchée, ça peut toucher. Et je pense que je sens ces intentions fortes dans toutes les expériences qui ont été partagées aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose de fort derrière. Il y a une foi dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on a envie de raconter, qui fait que les gens connectent et ça brise les barrières qu'il y a dans l'industrie. Ça va au-delà parce qu'il y a une foi forte en ce qu'on a envie de raconter et de dire, quoi. Dernière petite intervention. Mais en fait, j'ai l'impression que tant que tu persévères, tant que tu continues, bah à la fin, ça fait sens. C'est tout. À la fin, tu vas trouver des... Ah, c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Mais juste, il faut continuer. Sûr que si tu arrêtes, bah, ça n'a pas forcément de sens. Hyper d'accord avec ça, qu'il faut toujours persévérer, mais même pas juste sur les films, sur tout, et en persévérant. Et je pense que Freddy, dans Retour à Séoul, le film que j'ai montré hier, elle fait un peu ça. Il va se passer un truc si tu pousses le bouchon, mais c'est peut-être même un truc d'alcoolique où il faut boire jusqu'à un moment, quelque chose va arriver dans ta vie, un événement, et c'est ce qu'elle fait un peu. Et moi, dans ma vie, j'essaie de faire ça aussi. Mais bon, et pas toujours des choses positives, mais quelque chose va advenir et il faut l'accueillir. Non, mais c'est vrai. Et donc après, tu demandais l'histoire concrète. Moi, j'avais fait 2 courts-métrages avant qui avaient été vus par personne. Et puis j'ai fait le Sommet d'Or, ça m'a pris vachement de temps. Et puis à ce moment-là, donc c'est la première fois que j'avais l'intermittence. Donc j'ai passé énormément de temps pour monter le film avec mon monteur. Et à l'époque, quand même, j'étais cinéphile, donc l'endroit de la cinéphilie m'avait emmené au Festival de Cannes juste pour, en tant que cinéphile, aller voir les films. Et pour moi, c'était des expériences très très fortes d'aller là-bas. Donc c'était 2006, 2007, 2008. J'allais chaque année, j'y allais une semaine. Et comme j'étais aussi en stage en boîte de prod, j'avais l'occasion d'y aller. Et en fait, on se retrouve que c'était une époque pour le cinéma d'auteur plus ouverte qu'aujourd'hui, avec des propositions plus radicales qui avaient de l'espace. Il y a à l'époque la quinzaine des réalisateurs avec Olivier Père à sa direction, il montrait des films incroyables. Donc c'est le moment où j'avais découvert le cinéma d'Appi Chatpong, d'Albert Serra, de Miguel Gomsch, de Lisandro Alonso, des auteurs vraiment très très forts comme ça. Et oui, ça me faisait rêver. Ce cinéma-là, donc j'avais en tête quand je faisais le Sommet d'Or, j'aimerais bien essayer d'envoyer mon film et de voir. Et on n'a pas été pris au Festival de Cannes, puis on n'a pas été pris au Festival de Venise, puis on n'a pas été pris au Festival de Locarno. Et évidemment, pour un jeune réalisateur qui fait son film et qui doute énormément de ce qu'il fait, tu te dis, bah oui, donc en fait non, ça va pas marcher. Et il y avait pas mal de déception à cet endroit-là. Et finalement, le festival de Busan en Corée du Sud, que je connaissais pas du tout, j'étais jamais allé en Corée, nous prend, donc c'est en octobre, donc grande joie et grand soulagement. Et en fait, quand j'y vais, une de mes amies m'appelle en me disant « Tiens, tu vas en Corée du Sud, c'est mon pays, je veux y aller avec toi, elle vient avec moi. » Et finalement, avec elle, on rencontre son père biologique coréen. Et c'est ça, la matrice de mon film Retour à Séoul, que je tournerai 10 ans plus tard, quoi. Donc c'était fou comment, encore une fois, les choses comme ça... C'est pas des miracles en fait, il y a une raison, mais c'est ta vie en fait, et les choses finissent par advenir, comme je disais. Et donc à Busan, je monte mon film, et à ce moment-là, j'ai pas de distributeur. Le film il est tout petit, en France, tout le monde s'en fout du festival de Busan, donc j'ai pas de distributeur français, j'ai pas de vendeur international, tous ces trucs, je sais même pas ce que c'est à l'époque. Donc j'y vais vraiment, littéralement, il y a que ma boîte de prod, quoi, et c'est notre boîte de prod avec mon pote, donc je viens avec mon disque dur à la main, dans un très gros festival, qui est le plus gros festival asiatique, donc je découvre tout ça et j'adore. Je me sens intimidé, et en même temps, c'est une expérience dingue, et je sais pas si je la revivrai. Et là-bas, il y a des sélectionneurs du festival de Berlin qui voient le film, qui adorent et qui disent on est intéressé pour le prendre. Et je dis bah vous êtes Berlin, vous voulez pas je croyais qu'il fallait la première mondiale, donc ça veut dire qu'en fait c'est fini. Il dit non, nous et je savais pas, c'est la première européenne, donc on peut tout à fait montrer le film à Berlin parce que c'est la première européenne. Et je fais ah bon, et
et le film se retrouve à Berlin. Et parce que le film se retrouve à Berlin, je trouve un distributeur français qui distribue le film en salle en 2012. Je trouve un vendeur international qui essaie de le vendre à l'étranger. Ça n'a pas trop marché, mais surtout, il a fait beaucoup de festivals. Et grâce à ce vendeur, je ne connaissais pas les festivals et j'allais pas... Enfin, en tout cas, voilà, on ne connaissait pas le monde des festivals. C'est eux qui l'envoient. Et du coup, j'ai fait la tournée du monde, alors que je ne connaissais rien en 2012, à montrer le film dans plein de pays différents. Et tout ça, voilà, toute cette histoire-là, quoi, et ça m'a lancé, je pourrais dire clairement. Mais au départ, il a fallu essuyer des échecs, des déceptions, et peut-être à un moment le doute de se dire, mais en fait, ce film n'intéresse personne, quoi. Je suis désolée, mais on va devoir finir. Je vous prie d'applaudir nos invités et de les remercier. Merci beaucoup. Merci.